Bonjour. Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur la SRF sans jamais oser le demander. Il y aura donc avec nous Ted Hardy-Carnac, Isabelle Brocard et Christophe Cognier. Je vais les présenter rapidement. Isabelle, après des études de lettres, tu travailles comme scénariste, bénévole d'ailleurs, tu précisé. Ça fait un peu écho hier à la table ronde sur vivre de son métier. Tu as été enseignante en collège et en lycée, enseignante de lettres et également de cinéma. Et puis tu réalises un premier court-métrage de fiction. Curieusement, après avoir obtenu l'avance sur recette pour ton premier long-métrage, que tu réalises en 2011, qui s'appelle Ma compagne de nuit. Et en 2024 sort ton deuxième film avec Karine Viard, Madame de Sévigné. Et puis plus récemment, puisque tu alternes entre documentaire audiovisuel, fiction, ce qui est pas si fréquent, et a été diffusé sur Arte, ta mini-série Tout sur Marie, et tu développes actuellement une dizaine de projets pour espérer en voir un fructifier. Ted, un parcours particulier aussi, puisque tu n'as pas fait d'école de cinéma, tu as fait des études d'ingénieur, puis l'ESSEC, et c'est l'ESSEC, pardon. Et c'est au sein de l'ESSEC que tu vas réaliser ton premier court-métrage de fiction, puisque tu remportes un prix du scénario. Suivront en autoproduction, puis produit 5 ou 6 courts-métrages multidiffusés. Le dernier a été particulièrement remarqué. Tu développes actuellement ton premier long-métrage, Le goût du temps qui passe. Et au sein de la SRF, tu es une des figures les plus actives dans le collège court-métrage. Enfin, Christophe Cognier, qui est cinéaste, qui a fait des études de mathématiques à Poitiers, avec succès. Donc il réalise un premier court-métrage de fiction qui s'appelle Balade à quatre mains, et tu me disais que c'est là où tu as compris que c'était définitivement ce que tu voulais faire. Et pourtant, tu t'orientes plutôt vers le documentaire. Ton dernier long-métrage, À pas aveugle, est sorti il y a 3 ans, en mars 2022. 2 ans, pardon. 2023. En mars 2023, produit par l'atelier de production documentaire, l'atelier piloté par Raphaël Pilosio et Fabrice Marache. Le film a eu sa première mondiale à Berlin. Il est sorti récemment en DVD, sauf erreur de ma part. Et tu développes, toujours avec tes producteurs, ton premier long métrage de fiction qui est intitulé L'Arpenteur. Voilà, ça c'est pour les mini-bios. J'avais une question pour vous trois. Pourquoi vous avez rejoint la SRF ? Quelle valeur, quelle conviction, quel sens du collectif vous a animé tous les trois pour rejoindre une association qui compte plus de 500 adhérents et qui est par ailleurs organisatrice et à l'initiative de 2 manifestations dont vous avez sans doute entendu parler. La quinzaine des cinéastes, qui fait d'ailleurs l'objet d'une reprise dans ces mêmes murs. Et je vous encourage à aller découvrir les films de l'édition 2025. Et puis le festival du moyen métrage de Brive, qui à ma connaissance est la seule manifestation en Europe dédiée à ce format. On reviendra sans doute sur l'organisation de la SRF tout au long de notre table ronde. Juste un point, vous dire que n'hésitez pas à nous interrompre si vous avez des questions pour rendre l'échange entre nous plus vivant, et on est évidemment là pour répondre à vos questions et pour discuter évidemment. Qui veut commencer ? Moi, je peux répondre rapidement. La SRF est pour moi l'endroit où on peut... J'étais à l'Acide avant, pendant quelques années. L'Agence du cinéma indépendant pour sa diffusion, qui organise les rendez-vous de l'Acide au Festival de Cannes. Ouais. Et qui était très chouette, où j'ai eu de longues amitiés. Ce qui est bien à l'Acide, c'est qu'on voit les films des autres et on les choisit pour les représenter, donc ça crée une espèce de convivialité très forte, en fait.
Mais la SRF a sans doute une histoire et puis peut-être une pénétration dans les endroits où se fait le cinéma, où se décide l'avenir du cinéma plus grande, en fait, en tout cas à une échelle qui me paraissait intéressante. Donc c'est pour ça que j'ai voulu y rentrer, parce que le cinéma français est menacé, on en parlera tout à l'heure, il y a dans plusieurs endroits, et je pense qu'on est vraiment à un moment où il faut qu'on se rassemble tous les cinéastes, au-delà de nos formes, de nos points de vue, etc., pour défendre quelque chose qui est unique au monde, qui est très vertueux, qui est le système, le système de financement et de diffusion des films en France. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est aussi quelque chose dont j'avais envie depuis très longtemps, de m'engager dans l'idée de prendre le relais à un moment donné. J'ai eu beaucoup de gratitude envers les autres cinéastes qui se sont battus pour qu'il y ait tel ou tel avantage, telle ou telle défense, voilà, des cinéastes, telle ou telle subvention qui est gardée. Et je me suis toujours dit qu'un jour, ça allait être à mon tour de le faire, en fait. Et donc, je le fais là. Ça fait 4 ans que je suis à la SRF, ça fait 2 ans que je suis au CA. Avant, j'étais au CA élargi, qui est plusieurs endroits de la SRF. Et je le fais vraiment dans cette idée-là. C'est-à-dire, je prends le relais pendant quelques années, puis après, je le passerai. C'est pas sûr que je me représente l'an prochain, par exemple, même si je resterai à la SRF, pour essayer de se dire, il faut tous, à un moment donné, qu'on prenne la main, d'une certaine façon. Et ça représente, moi je suis délégué du collège documentaire, je suis co-délégué avec Sylvain Desclous du groupe Riposte, je suis au CA, je suis au bureau, ça représente quasiment un mi-temps, donc il faut quand même le faire à un moment donné. J'invite tous les cinéastes présents et qui nous écoutent à rejoindre la SRF et à s'engager au CA élargi, dans les groupes de travail. Ça représente quand même un mi-temps, donc il faut le faire à un moment donné. Moi, mon film venait de sortir à Pas aveugle, j'étais en écriture du prochain, donc quand on est en écriture, on est maître de son temps plus que quand on est en tournage et tout ça, ou en montage. Donc je me suis dit, c'est le bon moment, en fait, pour m'impliquer. Voilà, en gros, Nul doute que les questions de transmission sont... Oui, alors moi je suis arrivée il y a 1 an à la SRF, c'est tout neuf. C'est en fait Sylvain Desclous qui m'a appelée après la sortie de mon film, parce qu'on avait la même... je pense qu'on a travaillé avec la même compositrice de musique et... voilà, je pense que... Et du coup, et immédiatement, je me suis dit, mais que c'était effectivement le bon moment, peut-être pour les mêmes raisons que ce que Christophe dit, c'est-à-dire que quand on vient de sortir un film, on sait qu'on va maîtriser un peu plus son temps derrière, même si en fait je me suis retrouvée avec les documentaires à finir, donc ça n'était pas si vrai que ça, j'aurais pas pu faire un mi-temps comme Christophe. Je pense aussi que c'est un métier où on est assez isolé quand même, cinéaste, c'est-à-dire que, alors moi j'avais pas, en plus j'ai comme vous deux pas fait d'études de cinéma, donc j'ai pas constitué d'amitié vraiment. On tourne peu, hein, je veux dire, les moments où on est plusieurs sur un plateau, c'est pas souvent. Donc j'avais aussi envie de rencontrer mes pairs et de travailler avec eux, de défendre aussi avec eux la vision que j'ai du cinéma, c'est-à-dire une vision effectivement avec une pluralité à laquelle je tiens beaucoup. Et puis parce que j'ai été enseignante et que même si c'était quand même beaucoup parce que c'était pas facile de gagner ma vie autrement. J'ai adoré ça et j'ai beaucoup fait des ateliers. J'ai même monté une association qui a inventé une forme d'atelier cinématographique pour un public très singulier. Enfin voilà. Et donc ça avait du sens et je me suis dit que je pouvais être utile. C'est-à-dire que les compétences que j'avais acquises en étant enseignante pouvaient à un moment faire le lien entre ce monde du cinéma qui est un monde où on montre le monde, mais on en est parfois un petit peu isolé aussi, pour plein de raisons, et le monde de l'éducation nationale, en l'occurrence, que je connaissais assez bien, quoi. Voilà, donc je me suis engagée dans 2 groupes de travail, le groupe Riposte, donc parce que il y a chez moi aussi une fibre politique, mais évidente, je crois, quand on s'engage à la SRF, c'est aussi pour des raisons politiques au sens large du terme, pas partisane. Et voilà, le groupe éducation aux images aussi pour les raisons que je viens d'évoquer. Ted ?
Oui, moi, en fait, comme je disais, comme tu disais, à la base, je venais pas du cinéma, donc je connaissais pas grand monde qui faisait du cinéma. Et mes premières rencontres, on va dire, d'autres réalisateurs ou de gens du milieu, c'était par les festivals. J'ai fait des courts-métrages et du coup, et c'est des jeunes réalisateurs qui m'ont parlé de la SRF parce que comme on est court-métragiste, qu'on n'a pas encore fait de long-métrage et qu'on est réalisateur ou réalisatrice, c'est une des rares associations où on peut vraiment essayer de défendre des intérêts du court-métrage. Et il n'y a pas beaucoup d'endroits qui sont dédiés à ça. Donc moi, je m'étais inscrit à la base à la SRF dans cette idée aussi de rencontrer des pairs, d'autres cinéastes, parce qu'on est, comme tu l'as dit, très souvent seul dans ce métier. C'est vrai que on passe beaucoup de temps à écrire, donc à écrire chez soi. Et puis après, c'est vrai que la SRF, c'est extrêmement riche en termes de combats qui sont portés. Et donc, à un moment donné, on met un petit doigt dans l'association pour voir. Et très vite, en tout cas, moi, j'ai été assez happé par énormément de sujets. Je confirme. Sur lesquels on travaille, et notamment effectivement au niveau du court-métrage et du passage au premier long, on est assez fragile, réalisateur, réalisatrice, on est assez seul, comme on disait, donc comment et on a de plus en plus de mal, j'ai l'impression, à faire des courts-métrages, ou en tout cas quand on arrive à les faire, soit ils sont pas financés, soit ça nous prend énormément de temps, et donc pour moi je me disais mais c'est pas possible que le système fonctionne ainsi, qu'un endroit qui est censé être un endroit de test devienne un endroit en fait hyper institutionnalisé, et comment se battre sur ces sujets. Et c'est vrai que c'est vraiment à la SRF que j'ai trouvé un collectif et aussi une force de frappe, on va dire, parce que la SRF est quand même très impliquée dans les combats à tout niveau, très écoutée par le CNC. Donc c'est vraiment l'endroit où j'ai trouvé aussi des gens et une force de frappe pour tenter de porter ces sujets. Est-ce qu'il y a des questions où je poursuis l'échange avec mes camarades? Oui. Ah bon, bah alors... bonjour à tous et toutes. Je voulais juste demander ce que c'est que Riposte, parce que je ne le connais pas. Merci. Je ne sais pas si on enchaîne là-dessus. En deux mots, la SRF est organisée en collège. C'était évoqué à l'instant par Christophe et Ted. Et il y a des groupes de travail, alors parfois sur du moyen et long terme. Je pense notamment aux groupes de travail qui bossent sur la chronologie des médias. Et puis, il y a, en fonction d'actualités brûlantes, et aussi parce que c'est on l'a compris, une association avec des convictions, un certain sens politique. Il y a eu ces 2 dernières années, si je ne dis pas de bêtises, Christophe, la constitution d'un groupe Riposte destiné, et on va en parler, ça tombe bien, puisque Isabelle et Christophe font partie du groupe Riposte. Il y a eu la création de ce groupe Riposte qui était destiné à lutter contre les attaques obscurantistes menées notamment par le politique. Et ces attaques sont suffisamment inquiétantes, persistantes, récurrentes, pour que précisément une association de cinéastes comme la SRF empoigne à bras-le-corps le sujet. J'enchaîne. Il y a un groupe de travail sur l'écologie au cinéma, il y a un groupe de travail sur la parité, il y a un groupe de travail qui lutte en ce moment pour la négociation écriture, puisqu'il y a un projet pour qu'il y ait une rémunération minimale quand on signe un scénario, et la SRF fait partie prenante de ceux qui négocient avec les producteurs. Il y a donc un collège documentaire qui s'occupe spécifiquement des questions du documentaire, un collège court-métrage qui s'occupe spécifiquement des questions du court-métrage, mais qui sont repris aussi par l'ensemble du CA. Donc on est organisé comme ça en groupe, et on peut être simple adhérent de la SRF et être très actif dans un des groupes. En fait, il y a un groupe éducation aux images qui est très actif aussi. Voilà, donc ça bosse pas mal.
à la SRF. Voilà, c'est pour compléter ce que tu disais. Et donc le groupe Riposte, oui, il a 2 ans à peu près. C'est-à-dire, c'est vraiment, et je pourrais donner des exemples qui sont assez édifiants. On s'est rendu compte il y a un peu plus de 2 ans qu'il y avait une espèce d'attaque assez résolue, assez massive, convergente, pas forcément coordonnée, mais convergente, de plusieurs groupes plus ou moins formels, qui relèvent quand même de l'extrême droite, de la fachosphère, mais qui ont des liens avec la droite, voire des fois avec le centre, contre la culture. Ça, maintenant, on le voit. Mais il y a 2 ans et demi, c'était encore un peu, peut-être pas si évident que ça. Maintenant, on en est tous totalement convaincus. Qui attaquait le cinéma et qui redoublait d'efforts. Il y a toujours eu des attaques de cette partie-là contre certains films. C'est pas nouveau. Mais il s'est passé quelque chose il y a 2-3 ans, en fait, qui fait que voilà, les choses ont redoublé. C'était pas que le cinéma. Souvenez-vous de cet ancien cadre du RN qui allait bomber des œuvres au Palais de Tokyo. Souvenez-vous de ces nervis d'extrême droite qui ont défilé dans les rues de Paris avec des saluts hitlériens. Souvenez-vous des dizaines de concerts qui ont été empêchés, attaqués, de ces lectures publiques qui ont été aussi empêchées, attaquées par des groupes d'extrême droite. Souvenez-vous de la pression qu'ont des bibliothécaires dans les municipalités dirigées par des gens d'extrême droite pour prendre certains livres, pas d'autres, etc. Donc il y a tout ça quand même. Plus Laurent Wauquiez qui décide de couper dans les subventions, c'est cette période. Dans les subventions de la région. Alors depuis, on a les Pays de la Loire qui a carrément tout annulé. Plus Gérard Darmanin qui veut empêcher la Ligue des droits de l'homme, il y a 2 ans, souvenez-vous, d'exister ou couper les subventions à la Ligue des droits de l'homme. Et la seule fois historique où c'était ça, c'était sous Vichy, que la LDH... Donc rendez-vous compte. Donc on s'est dit, il y a quelque chose qui se passe, en fait. Et en particulier, certains films étaient attaqués de manière extrêmement forte. Et en plus, il y avait eu des articles qui étaient parus du groupe dirigé par Éric Zemmour, donc, Reconquête, je crois que ça s'appelle, son parti, où il disait « on vise le cinéma français ». C'était très clair. On vise le cinéma français parce que c'est des bobos qui font des films qui n'intéressent pas les gens, qui ne marchent pas, et c'est payé avec nos impôts. En gros, c'était l'argumentaire, vous savez. Donc on s'est dit, non seulement il faut riposter, mais en plus il faut faire une analyse de leur discours, comprendre très précisément ce qu'ils reprochent au cinéma pour pouvoir le déjouer quand on riposte et prendre un peu l'opinion publique à témoin et appeler nos pairs, PAIR, les spectateurs à témoin. Et puis pour dire aussi que c'est pas vrai. C'est-à-dire c'est pas vrai qu'on fait des films qui sont que des films de bobos, c'est pas vrai que nos films marchent pas, et c'est pas vrai qu'on est subventionné. Enfin, je veux dire, en tout cas on l'est, mais pas, beaucoup moins que d'autres secteurs. On reçoit le secteur du cinéma reçoit beaucoup moins de subventions que le secteur de l'automobile, par exemple. Mais on va pas dans ce type de truc, mais aussi raconter comment dire aux gens comment fonctionne... ça on en parlera tout à l'heure, comment fonctionne le système économique du cinéma français. Voilà en gros comment le groupe Riposte s'est créé. Ça a été aussi fait pour faire un soutien aux cinéastes qui étaient attaqués. Parce que, je vais y venir tout à l'heure, il y avait des attaques très violentes ad hominem sur des cinéastes qui, comme on le dit souvent, sont isolés. Et que cet isolement n'était pas comblé ni par leurs producteurs et encore moins par leurs distributeurs qui les laissaient un peu se prendre les coups d'une certaine façon. Et donc, nous, on a eu plusieurs cinéastes qui nous ont remerciés, qu'on les appelle, qu'on leur dit, voilà, on a remarqué votre film, ou qu'on est prévenu, on est là pour vous. Voilà, donc on fait on discute, on fait pas tout à fait de la calinothérapie, mais enfin, on essaye d'agir pour que les choses changent. Au-delà de ce que tu dis sur cette attention, il y a quand même un accompagnement de la part de la SRF. Il y a eu des cas quand même très problématiques de censure
Ouais, alors, on fait un accompagnement aussi, effectivement. On ne fait rien sans l'avis du cinéaste et de sa production et de sa distribution. Je peux prendre un exemple tout de suite là-dessus. Le film L'histoire de Souleymane de Boris Lochkine, la scénariste a été attaquée de manière, mais avec des raids de dizaines, centaines de commentaires sur sa page Facebook. Mais avec des propos absolument, enfin vous connaissez tous les réseaux sociaux, insultants, etc. Et donc, par le SCA c'est l'équivalent de la SRF, mais chez les scénaristes, disons ça comme ça. Scénaristes et cinéastes associés. Voilà, on s'est interrogé, on a tout de suite appelé Boris Lochkine, qui est le réalisateur. Il en a parlé, comme le film marchait bien, en fait, en salle. Ils nous ont dit non, c'est pas la peine d'agir. Elle a fermé son compte Facebook et tout ça, et les choses sont passées comme ça. Dans d'autres cas, on a vraiment accompagné les cinéastes pendant plusieurs mois, en fait, parce qu'il y a des actions qui sont menées. Il n'y a pas que les communiqués de presse. Ce qu'on fait aussi, c'est que l'expertise qu'on a acquise. On est 5-6 dans le groupe, hein, c'est assez petit, a permis de porter la parole auprès des journalistes. Donc on a eu énormément d'entretiens avec des journalistes, le Nouvel Obs, Le Monde, Libé, même le New York Times est venu nous demander. On a fait quelques radios, alors pas des radios nationales, mais des radios parisiennes et aussi des émissions sur le web. Pour témoigner de ce qui se passait et de notre action. On le fait toujours de manière anonyme, c'est-à-dire c'est pas Christophe Cognier, Isabelle c'est vraiment la SRF aussi pour nous protéger, parce que voilà, c'est voilà. Et la dernière chose, c'est qu'on est en lien avec donc les autres organisations professionnelles. Je parlais du SCA, avec le SPI, la Société des producteurs indépendants, qui correspond à peu près aux films ils produisent à peu près les films que réalisent les gens de la SRF. Un peu l'UPC aussi, qui est l'autre organisation des producteurs en France avec lesquels on fait des films en général. Avec le SDI aussi, on prend langue. Donc Syndicat des distributeurs indépendants. Dire aussi, la SRF étant coprésidente du bloc, qui est donc le bureau de liaison des organisations du cinéma, qui a une représentativité auprès du CNC, auprès du ministère de la Culture, etc., et auprès des plateformes de Canal+, etc., pour les négociations. Ce dont il s'agit dans ce groupe est aussi porté à cet endroit-là. Et aussi, on a donc des rapports avec les politiques et avec les institutions. On a été rencontrer la sénatrice Sylvie Robert. Qui porte un projet de loi pour affiner les lois sur la liberté de création et les libertés de diffusion et de programmation des œuvres. Donc on était avec Isabelle récemment invité par la Fondation Jean Jaurès pour créer un groupe de réflexion et d'analyse de ce qui se passe. Quelle attention, pardon Christophe, de t'interrompre, mais quelle attention il y a précisément du côté du politique, sachant que certaines censures viennent clairement du politique lui-même. Ouais. Je pense à plusieurs films documentaires mis à mal dans certaines régions françaises, le Sud particulièrement. Évidemment, c'est pas des politiques d'extrême droite qu'on rencontre, mais le groupe que dirige Sylvie Robert, par exemple, là, au Sénat, qui est la vice-présidente du Sénat, donc c'est quand même assez haut niveau, disons, de l'État, était composé d'une sénatrice écolo et d'une sénatrice Les Républicains, en fait. Donc il y avait quand même une petite prise de conscience. Rachida Dati, qui ne veut pas que insulter des journalistes, a nommé une haut-commissaire à la liberté de création, Isabelle Mans, elle s'appelle. Non, c'est pas Isabelle. Juliette Mans, qui dit... merci Juliette Mans, qu'on a rencontré aussi, qui faisait elle aussi partie de la réunion à la Fondation Jean Jaurès, qui a aussi pour but... Alors, au départ, Juliette Mans n'était chargée que du spectacle vivant,
en fait, et des musiques et des bibliothèques. Et c'est parce qu'on a créé des alertes, nous, qui nous ont contactés, et dans son champ de compétences, le cinéma. Et voilà à peu près ce qu'on fait. Et on est aussi, évidemment, en lien avec d'autres organisations qui ne sont pas dans le cinéma, donc d'autres organisations professionnelles, musique vivante, spectacle vivant, etc., qui subissent encore plus que nous, d'une certaine façon, ce genre d'attaque, ou en tout cas au moins que nous, au moins autant que nous, et des organismes comme l'Observatoire de la liberté de création, dont la SRF est membre, avec d'autres. Il y a la CGT dedans, il y a le SPI, je crois, il y a le SCA, il y a l'ACID, etc. Donc c'est un groupe énormément d'associations qui fait là aussi un travail de veille et de très très important sur voilà. Donc on fait tout ça, donc ça prend. C'est pour ça que tout à l'heure je disais voilà, ça prend du temps et c'est nos actions. Je voulais très vite dire aussi qu'on est convaincu qu'on est à un moment historique dans notre pays, mais pas seulement en Europe et dans le monde, sur le rapport à la culture, qu'on sort d'un consensus de la droite et la gauche en France qui vient peu ou prou de la fin de la Seconde Guerre mondiale et de la reconstruction, où il était normal en France de subventionner la culture et que la culture était quelque chose de sacré, qui était, voilà, alors avec des variations entre la droite et la gauche, mais il y avait ce consensus-là. Ce consensus est cassé maintenant, on l'a vu avec la présidente de la région Pays de la Loire, qui peut dire sans problème, je coupe toutes les subventions à la culture, et qui gagne des voix. C'est ça qui est important. C'est qu'avant, on ne gagnait pas des voix quand on disait ça. Maintenant, on gagne des voix. Donc il y a un climat en France qui est assez nouveau. Voilà. Et donc, on est persuadé qu'on est à un moment où il faut reprendre l'initiative, il faut reprendre le combat pour défendre la culture pour tous, le côté émancipateur de la culture, le côté absolument indispensable de la pluralité des regards, de la pluralité des formes pour fonder une démocratie, etc. On est vraiment à revenir à ces fondamentaux et je pense qu'il faut, depuis Lang, il n'y a pas de grande politique culturelle en France et il faut qu'on la refonde. Il faut refonder quelque chose. Ça paraît totalement. Et donc nous, on y participe de manière très, très modeste, évidemment. On n'est que cinéaste, hein, mais ça fait partie de ça. Voilà. Et donc. Est-ce qu'il y a sur les propos de Christophe, est-ce qu'il y a des questions de votre part? Ou des ajouts, hein. Merci beaucoup et je comprends que vous êtes effectivement déjà très très impliqué sur beaucoup de sujets, mais je me demandais, puisque vous parlez d'un moment charnière, ou en tout cas où il faut repenser ou revenir aux fondamentaux, mais moi je vais dire peut-être plutôt repenser ces combats, peut-être que c'est aussi l'occasion de penser en termes d'intersectionnalité des luttes. Et je sais que vous avez parlé d'un groupe de parité, mais je voulais aussi demander à la SRF ce qu'elle fait concernant les VHSS et le racisme dans le cinéma français, et le classisme, et le validisme, et la grossophobie, et tout ce qui s'ensuit. Voilà, je sais que vos combats sont multiples, mais je pense que ceux-là sont rarement adressés. Et je voulais vous demander ce qu'il en était. Alors, sur ces combats-là, on a par exemple intégré cette année dans notre conseil d'administration Judith Godrèche qui porte ces combats. Donc, on est là aussi, je pense, une organisation qui est aux premières loges de la question des VHSS, en tout cas. Sur la question des autres discriminations, il y a aussi un groupe de travail dédié, mais c'est vrai que cette année, il a été moins opérationnel, disons, que les années passées. Parce que, évidemment, dans ce genre d'association, on dépend beaucoup aussi de la volonté des gens qui font partie. Voilà. Tu veux dire un truc, Julie ? Julie Fabiani, qui est la déléguée générale adjointe de la SRF. Voilà. Non, mais ça va, je peux monter jusqu'à toi. Bonjour à toutes et à tous. Pour vous répondre, le groupe Éthique et Inclusion est un groupe qui travaille à la fois sur les questions de parité et les questions de discrimination, qu'elles soient raciales, etc., enfin, sur le validisme. Donc c'est un même groupe pour le moment.
Non, le groupe s'appelle Éthique et Inclusion, mais il a changé d'intitulé aussi, donc c'est peut-être pour ça qu'il y a une petite confusion. Et c'est un groupe qui, cette année, a été très mobilisé par l'audition à l'Assemblée nationale, au cours de laquelle, justement, Myriam Garbi, qui est une cinéaste référente du groupe, a rappelé que les questions de parité croisaient aussi les inégalités raciales, sociales et toutes les autres. Et également, on organise beaucoup de tables rondes. La SRF est aussi membre du collectif 50-50 et qui mène des études notamment sur la discrimination au moment du casting, sur les rôles. Donc ça, c'est des questions sur lesquelles le groupe se concentre de plus en plus. Donc ça, c'est un premier élément de réponse. Et peut-être sur Riposte aussi, pour préciser, on n'a pas d'assistance juridique à la SRF. Donc en fait, ce qui est vraiment valorisé quand on prend la parole, que ce soit dans l'espace public ou auprès des politiques, avec Christophe, Sylvain, Isabelle, c'est vraiment ce retour de terrain de cinéastes et l'appui de l'Observatoire à la liberté de création et d'autres organisations qui ont, elles, cette assistance juridique est extrêmement précieuse. Voilà, juste pour préciser. Oui, cette année, il y a eu l'audition à l'Assemblée nationale qui a effectivement accaparé beaucoup. Oui, moi je voudrais dire une chose, parce que vous avez dit que quand on coupe des budgets, ça rend populaire. Moi j'entends autour de moi des gens qui disent « Ah ben les associations, ça coûte cher », surtout qu'on nous parle sans cesse de problèmes budgétaires. Alors c'est pour ça que c'est populaire auprès des gens. Moi je n'ai pas cette perception des réalités, mais dans l'esprit des gens, ça chemine. Tous ces gens qui font rien et qui sont payés, vous voyez, c'est la pensée de certains. Oui, merci. On est bien conscient de ça et on est en train de. Tu peux peut-être parler, oui. Isabelle, parce que du coup. Il y a une autre action en fait sur laquelle on s'est associé, enfin où le groupe Riposte, donc la SRF, s'est associé à d'autres organisations comme les syndicats de producteurs, etc. Mais donc un peu toujours les mêmes, hein, le SPI, l'ACID, le SDI, donc le syndicat de distributeurs indépendants, voilà. Donc on est en train de réfléchir avec Allociné à comment est-ce qu'on peut faire en sorte justement que toutes ces idées reçues qui sont véhiculées et qui servent en fait ces politiques qui cherchent à casser le pluralisme. Et moi, évidemment, l'intersectionnalité c'est important, mais je veux dire sans pluralisme, on sait très bien de quoi on ne fera que parler. Et donc je pense que le pluralisme c'est vraiment ce sur quoi il faut se battre aussi. Donc voilà, il y a vraiment une volonté de désinformer et de se baser sur cette désinformation de la part de l'extrême droite, c'est vrai, mais pas seulement. Hein. Je pense que c'est aussi une espèce de pensée comme ça, c'est un peu les trucs qu'on va raconter dans un dîner, dans un déjeuner. Il y a même des gens de gauche. Voilà, il y a même des gens de gauche qui pensent ça. C'est ça. Je crois qu'il faut. Donc voilà. Donc comment est-ce qu'on déconstruit de manière un peu maligne ces idées reçues qui sont le cinéma, c'est vos impôts, la culture, c'est des paresseux, les gens qui font du cinéma, c'est des bobos. Enfin voilà, toutes ces idées reçues. Comment est-ce qu'on peut essayer de... Donc on travaille avec Allociné pour essayer de fabriquer des capsules vidéo un peu qui ne soient pas des capsules qui attaquent ces idées, mais plutôt qui les déconstruisent. L'idée, c'est de faire des choses très pédagogiques. Donc on est au début un peu de la réflexion. Donc on a listé plusieurs thèmes. Évidemment, le financement du cinéma, mais aussi le fait que le cinéma français, ça s'exporte très bien, en fait. Et donc ça rapporte de l'argent. Le fait que, par exemple, c'est pas parce qu'un film ne marche pas en salle qu'il ne va pas être... D'abord qu'il ne va pas, qu'il va être vertueux à tout un ensemble de gens, mais qu'il ne va pas être aussi un laboratoire. On pense à Justine Triet, dont les premiers films n'ont pas très bien marché, et qui ensuite fait un film qui va rapporter de l'argent aussi, hein, en dehors du fait que ça diffuse évidemment la culture française. Donc c'est toutes ces idées reçues, mais avec l'idée de faire quelque chose de plutôt positif, de ne pas être dans l'attaque, parce que ce qu'on remarque, pourquoi Allociné ? Parce qu'on voit bien que les raids contre le cinéma, c'est sur Allociné. C'est précisément voilà, donc eux, en fait, ils n'ont pas envie d'être assimilés seulement à cet endroit où on va en fait aller taper sur les films. Et en même temps, ils n'ont pas tellement envie non plus de rentrer, ça c'est discutable, mais dans un système qui obligerait les gens, comme c'est pour Rotten Tomatoes, je crois, à voir les films pour pouvoir les noter. Ce qui est aussi... voilà. Donc comment est-ce qu'on fait en sorte que ces idées-là, elles régressent un peu ?
Et donc voilà, donc on travaille sur sur Allociné, pour raconter un peu, ça fait des années en fait que les attaques principalement sur les réseaux sociaux, c'est soit sur YouTube, soit Allociné, un peu moins Facebook, disons. Mais c'est vraiment Allociné puisque maintenant c'est le principal prescripteur. Et la note spectateur est le principal prescripteur en France pour que quelqu'un de tout milieu, de toute origine, aille au cinéma. Moi, j'ai appris ça. Avant, c'était Télérama. Maintenant, c'est la note spectateur d'Allociné. Et donc, chaque fois qu'il y a eu des attaques très, très violentes sur Allociné, par exemple, le film de Mehdi Fikri, il y a 2 ans, avant que les flammes ne s'éteignent, avait vu sa note chuter le matin même de la sortie du film. Le matin de la sortie du film. Donc, les gens ne l'avaient pas encore vu, à 1,5 sur 5. On peut citer Rodéo de Lola Kivoron aussi. On peut citer le long oui, mais là, je citais ça parce que Lola, c'est une autre histoire. Je citais ce truc précis sur Allociné, en fait, juste pour parler d'Allociné. Et donc, c'est des gens qui ne l'avaient pas vu, forcément. Et c'est des raids qui sont organisés, tout ça. Alors, il y a une modération sur Allociné, mais c'est des gens qui sont là depuis longtemps. Enfin, les groupuscules qui agissent ont très bien compris, en fait, comment ça fonctionne. Et donc, tous les garde-fous qu'avait mis Allociné en place ne permettaient pas tout à fait de contourner ces raids, en fait. Et donc, ce qu'ils font, c'est qu'ils suspendent la note. Dans ces cas-là, donc il y avait un bandeau un jour après sur le site sur la page Allociné du film où il y avait marqué ce film semble susciter je ne sais pas quelle était la formule, mais enfin donc on suspend la note. Voilà, c'était un peu des avis divergents, contradictoires, dont on suspend la note. Et nous, à chaque communiqué qu'on faisait, on mettait en cause Allociné en leur demandant de vérifier que les gens aient vu le film avant de le noter. Et ça, on a été aidé par l'Observatoire de la création, où là, il y a des juristes, comme disait Julie tout à l'heure, qui nous ont dit que selon le code de la consommation, là, on n'est pas du tout dans l'art, selon le code de la consommation, vous ne pouvez pas noter un produit que vous n'avez pas consommé. C'est impossible. Si vous avez à l'hôtel et qu'on vous demande après de noter l'hôtel, on vérifie que vous êtes bien allé à l'hôtel. Si vous mangez des petits lus, voilà, on vérifie. Voilà. Sur un film, c'est le seul endroit en France où on a le droit de dire ce film n'est pas bien, l'actrice joue mal, etc., sans l'avoir vu. Parce qu'évidemment qu'ils ne disent pas ce film est plein de... Et là, on retrouve les luttes intersectionnelles d'Arabes ou de LGBT. Les thèmes qui sont attaqués, c'est l'immigration, l'écologie, certains trucs d'histoire, les religions et LGBT. C'est les 5 thèmes qui sont attaqués par ces groupes. Voilà, donc c'est pour ça que Allociné, je pense, à eux aussi de leur côté avaient cette idée-là pour un peu, disons, essayer de trouver des solutions pour qu'il y ait pas pour que ces attaques soient moins virulentes, disons. Ils avaient conscience de ça, Isabelle Ah oui, ils en ont parfaitement conscience. On les a rencontrés à plusieurs reprises. Ils ont pas du tout intérêt à ce que le cinéma soit trop attaqué, parce que sinon ils n'auront plus de quoi manger. Enfin, je veux dire, clairement, c'est des gens qui viennent d'écoles de commerce. On n'est pas du tout là. Ils ont une pensée, voilà. C'est une question de écrire le code. C'est un code. C'est très facile à faire. Alors, eux, ils disent que c'est difficile parce qu'ils ne sont pas vendeurs de tickets, en fait. Donc, il faudrait, pour vérifier que les gens aient vraiment vu le film, il faudrait qu'ils aient accès au code barre des tickets, en fait. Et donc, c'est possible pour Rotten Tomatoes parce que, moi, c'est l'explication qu'ils nous ont donnée, technique, c'est que Rotten Tomatoes vend des tickets. De la même manière que UGC, par exemple, a un forum de discussion sur les films avec un système de notation, mais UGC vend les tickets. Donc sur UGC, vous pouvez acheter un ticket UGC, aller dans une salle et après aller sur le forum et noter le film, en fait. Et d'ailleurs, on a souvent fait des comparaisons sur ces films qui étaient attaqués sur Allociné avec la note UGC. En fait. Et souvent, il y a 2 points d'écart. Donc, il y a bien des raids, effectivement. Donc, c'est ce que nous dit Allociné. Mais nous, on leur dit, nous, on n'est pas informaticiens. En fait, c'est à eux de trouver des solutions pour se mettre en conformité avec la loi si cette loi de la consommation est appliquée.
excusez-moi ma naïveté, mais vous, en tant que mathématicien, vous savez très bien, c'est juste une question d'écrire un petit algorithme. Alors, j'ai été mathématicien en DUG il y a 40 ans, donc mes compétences s'arrêtent là. Voilà. Et je voulais juste peut-être... Juste une intervention de Julie. Pardon, c'est juste pour compléter ce que tu dis, Christophe, justement, sur la différence entre un site comme Allociné et Rotten Tomatoes. C'est que même si Allociné n'a pas le même statut, il ne peut pas faire les mêmes choses que Rotten Tomatoes, ils réfléchissent à des façons justement de contrôler ces mauvaises pratiques. Ça passe par le fait de poser une question sur la fin du film, par exemple, pour s'assurer que le film a été vu, ou alors de laisser le commentaire d'un compte qui vient de se créer, par exemple, pour le moment sur la page personnelle du compte, avant qu'il soit public, le temps qu'il soit contrôlé. Donc ils réfléchissent à plusieurs manières de renforcer ce contrôle et éviter ces mauvaises pratiques. C'était juste pour préciser. Disons qu'ils ne sont pas de mauvaise volonté, disons ça comme ça, mais que la solution n'est pas encore trouvée. Non, ils sont effectivement pas du tout de mauvaise volonté. Après, on a bien vu qu'ils n'avaient pas forcément exactement les mêmes intérêts que nous. C'est-à-dire qu'on défend tous le cinéma. Nous, on avait quand même envie aussi de faire des capsules pour déconstruire un peu les idées reçues, peut-être plus sur qui sont les cinéastes. Ce qu'ils font, parce qu'il y a une sorte de fantasme aussi. Bon, ça, on va être clair, ça les intéresse un peu moins. Mais voilà, on a quand même trouvé des sujets sur lesquels on était tous d'accord pour faire ces petits objets pédagogiques. Et puis on s'est dit qu'avec Allociné, ça aurait peut-être plus de diffusion, en fait. Ces capsules, c'est aussi bête que ça, je pense aussi. Voilà. Vous vouliez dire quelque chose ? Ah oui, mais ça, peut-être pour finir Vous avez entendu la question parce que... Comment lutter contre le fric ? C'était ça. Mais pour finir, le panorama, justement, ça y vient parce qu'on s'est aussi rendu compte qu'en parallèle de ces attaques, ou en même temps que ces attaques qui venaient de la fachosphère, disons de la droite jusqu'à la droite dure, il y avait une remise en cause aussi de la part du marché des acquis, on en parlait tout à l'heure, qu'il y avait. C'est-à-dire il y a une remise en cause en ce moment de l'exception culturelle au niveau européen. Il y a des attaques juridiques extrêmement fortes, il y a des lobbying extrêmement forts aussi au niveau de Bruxelles de la part des plateformes américaines pour casser le système français en particulier. Il y a une remise en cause de la chronologie des médias. Alors tout le monde sait ce qu'est la chronologie des médias, hein. C'est ce qui permet en fait de financer le cinéma français, puisque plus vous investissez dans le cinéma français, plus tôt vous avez le droit sur vos chaînes de télé ou vos plateformes de montrer des films après qu'ils aient été diffusés en salle. La salle étant toujours la première fenêtre en France. Donc il y a des plateformes qui attaquent ça. Il y a des plateformes qui attaquent la taxe. Vous savez, le système français, c'est assez simple. C'est une taxe qui est prélevée sur le billet d'entrée, qui est mise dans un pot commun, et c'est les pairs PAIR qui décident ensemble de réinjecter ce film sur la création. Voilà, en gros, c'est ça. Bon, c'est un peu plus compliqué que ça, mais le principe est celui-là. Mais comme cette taxe s'applique et sur des films qui ont reçu de l'argent du CNC et sur des films qui n'ont pas reçu de l'argent, c'est-à-dire des films américains par exemple, ils attaquent au nom de la concurrence libre et non faussée. Voilà, vous voyez, et ces attaques redoublent en ce moment en fait. Donc on a face à deux choses en même temps, c'est le marché d'un côté et disons, les forces politiques de l'autre, hostiles à la culture, disons. Voilà, disons les choses comme ça. En tout cas, la culture émancipatrice. Et ils sont compatibles entre eux. Hein, regardez Trump, regardez Milei en Argentine, c'est compatible. En fait, je précise par exemple qu'il y a eu un amendement dans un projet de loi il y a 2 ou 3 semaines qui est passé comme ça pour la suppression du CNC. Dans la loi de simplification, vous savez, de suppression du CNC. Et c'est passé à 30 voix. Hein. À 30 voix seulement, hein. Je le dis quand même. Hein. Donc quand je disais qu'on est à un moment où il faut se rassembler et tout ça, je pense que c'est assez parlant ça comme truc. Voilà. Et je voulais juste rappeler très brièvement les endroits où l'extrême droite attaque, parce vous allez voir que c'est partout en fait. C'est aux 6 endroits, disons, des films. La première endroit où ils attaquent, c'est au financement des films.
le cinéma français est aidé au niveau des régions. Dans les régions sièges, et c'est en particulier en région, dans les régions sièges des politiques, comme vous savez. Et par exemple, les élus de droite ont mis en place un système de repérage par mots-clés, des résumés des films qui sont soumis au comité d'experts et viennent, parce ils siègent souvent dans les comités d'experts, viennent pour essayer de contrer ces films. Et après, une fois que les comités d'experts ont validé, on dit on donne la subvention à un tel et pas un tel, ça doit être voté après par le conseil régional. Jusqu'à il y a quelques années, ça se passait un peu sans problème, c'est-à-dire les élus votaient ce qu'avait décidé le comité d'experts. Maintenant, sous la houlette en particulier alors là, pour le coup, des élus FN, ils regardent. Et dès qu'il y a des mots-clés, donc immigrés, Palestine, queer, etc., ils demandent à ce que la subvention ne soit pas donnée. On a des exemples comme ça. Et c'est relativement grave parce que ça classe la pluralité et ça vient contredire ce qu'a décidé le comité d'experts. Et les films ne sont plus choisis sur des critères de forme, sur des critères d'invention, sur des critères artistiques, mais sur des critères idéologiques, en fait. Parce que c'est ça, en fait, qui est en train d'arriver. Donc ça, on a plusieurs exemples là-dessus, mais c'est un endroit très, très fort. Et les régions sont très investies, en particulier PACA, en particulier l'Occitanie, Auvergne-Rhône-Alpes aussi, mais ça monte. Et l'Île-de-France, on a un exemple en Île-de-France sur le film de Joseph Paris. Je ne sais plus comment il s'appelle le film, mais je l'ai. Le Repli, pardon. Voilà, le Repli, il a eu il y a 6 ans une aide à l'écriture de la part de la région Île-de-France, une aide à l'écriture. Hein. Et quand le film est sorti, il a reçu une lettre signée de la présidence de l'Île-de-France pour lui demander de rembourser l'aide qu'il avait eue à l'écriture sous prétexte que le film n'était pas conforme aux valeurs de la République que défendait Madame Pécresse, évidemment, et l'Île-de-France. Ça, parce qu'on a retrouvé les tweets et les trucs, sous la pression des élus RN. C'est-à-dire, c'est vraiment les RN qu'on martelé, de la même manière qu'un film qui s'appelle Ma France à moi, avec Fanny Ardant, avait été pilonné sur les réseaux sociaux par des élus RN en disant « Madame Pécresse, vous subventionnez des films pro-immigrationnistes », selon les termes. Voilà. Et donc, c'est pour ça que ça va jusqu'aux élus de droite, parce qu'ils sont sensibles, évidemment, à ces pressions que mettent le RN. Et pardon. Préciser aussi que ces pressions du politique, elles ne sont pas sans conséquences sur les services administratifs et qu'il y a assez clairement... Alors, c'est un peu sous les radars, mais il y a eu des témoignages de responsables de services culturels des régions d'une pression telle sur les services de la part de ces élus qu'il y a une forme d'entrave administrative ou d'autocensure qui se déploie également. Et dans certaines régions, les administratifs, en fait, réécrivent les résumés pour qu'ils passent sous les radars de leur système de mots-clés. En fait. Donc c'est dans le bon sens qu'ils le font, c'est pour aider les films à ce qu'ils passent vraiment en commission. Voilà, donc là, c'est un des trucs principaux. Les autres endroits, pour aller vite, au tournage. Parfois, au tournage, il y a des empêchements des préfets, des autorisations qui sont données, qui ne sont plus données. C'est ce qui est arrivé à Midi Fikri, par exemple, toujours avant que les flammes ne s'éteignent, en fait, ou là aussi, sous la pression de groupes d'extrême droite qui disent ça va créer un trouble à l'ordre public, donc une autorisation de tournage est enlevée le matin même alors, vous vous rendez compte, pour les producteurs, ça fait perdre de l'argent. Et le troisième endroit, on en a parlé, c'est à la sortie des films. Alors, sur le financement, les documentaires sont particulièrement visés parce qu'évidemment, dans les résumés, on voit plus les sujets que sur les fictions. Hein, mais au moment de la diffusion des films, c'est bon, les fictions, les films évidemment qui sont connus, qui sont attaqués. Alors j'ai une liste, hein, je peux la donner, mais enfin je ne sais pas si et qui est non exhaustive en plus, mais bon, de films qui ont été attaqués. Il y a aussi un endroit auquel on ne pense pas forcément, mais vous savez que le cinéma est le seul avec les publications jeunesse à subir une censure avant diffusion, hein, puisqu'il y a un comité de classification des films qui existe. Donc
donc c'est moins de 12 ans, moins de 16 ans, enfin pas de limitation, moins de 12 ans, moins de 16 ans, moins de 18 ans. Et plus si un film est à moins de 12 ans ou moins de 16 ans, ça lui interdit certaines fenêtres à la télévision, ça lui interdit certains passages. Donc ça a des répercussions concrètes en fait sur sa diffusion et sur sa distribution. Et depuis plusieurs années, on a eu le politique a accepté qu'il y ait une surreprésentation des associations familiales par rapport aux autres corps de métier dans ce comité. Et ces associations familiales sont squattées, excusez-moi le mot, par des gens d'extrême droite. Là aussi, dans l'article qu'on avait vu de Reconquête et d'Éric Zemmour, il disait on y va. De la même manière que ceux d'entre vous qui ont des enfants qui vont à l'école, ils ont décidé aussi d'investir les associations de parents d'élèves, en fait. Et voilà, donc c'est le même entrisme. Alors c'est pas là que se fait le principal, hein, mais enfin je le signalais. Et l'autre endroit, c'est dans les programmes d'éducation aux images, et ça fera peut-être le lien avec le groupe éducation, où là aussi, dans les régions, en fait, il y a des subventions qui sont baissées, il y a des films qui sont retirés par le politique de la liste des films proposés aux enseignants pour qu'ils puissent amener leurs enfants. Voilà, on a aussi des pressions à cet endroit. J'ai l'impression c'est que surtout c'est surtout concernant l'éducation aux images, mais Isabelle, tu me corriges si je dis une bêtise, ce sont les proviseurs ou les principaux de collèges qui subissent des pressions d'associations de parents d'élèves à l'endroit de certains titres des catalogues écoles ou collèges ou lycéens et apprentis au cinéma. Ou même qui s'autocensurent. Hein. Oui. Mais alors ça peut venir les pressions, elles peuvent venir de différents endroits. On sait pas ça peut être aussi des pressions religieuses, ça peut être, enfin voilà. Et puis il y a des phénomènes d'autocensure. Mais globalement, il y a une érosion de toute façon. Donc là, dans les groupes éducation aux images, si je passe peut-être à ça ou tu veux. J'avais juste un tout petit point encore à signaler que j'ai oublié en fait, mais parce que je voulais finir par ça, mais j'ai oublié. L'autre endroit aussi où il y a des pressions qui montent là aussi, qui sont de plus en plus importantes, c'est sur les cinémas, sur la programmation des cinémas, en particulier les cinémas qui sont en délégation de service public, donc qui sont subventionnés par les mairies ou par les collectivités locales. Les responsables et les programmateurs de ces salles subissent là aussi la pression à la fois de leurs élus, comme une bibliothèque, on dit prends tel livre, prends pas tel livre, et de groupes de pression, évidemment. Voilà. Et pour finir, ces pressions ne sont pas l'apanage de l'extrême droite et de la droite. Il y a aussi des groupes de gauche, parfois, militants, dont on peut partager les combats par ailleurs, qui veulent faire pression sur les programmations, en particulier sur la programmation, pour que tel film soit déprogrammé, tel autre programmé, et on le condamne tout autant, même si on partage leurs combats par ailleurs. Je précise, il y a par exemple le film de Yolande Zoberman, La Belle de Gaza, qui avait été déprogrammé d'un festival, alors c'est en Belgique, hein, sous la pression d'associations pro-palestiniennes. Voilà. Et on le déplorait tout autant que les autres, mais ces attaques et ces pressions sont sans commune mesure avec celles émanant de la droite et de l'extrême droite. Avant de passer au rôle, aux actions de la SRF en matière d'éducation aux images, je me retourne vers vous s'il y a des questions sur ces points politique, liberté d'expression. Des ajouts. En fait, j'ai une question. Je voudrais savoir si on enlève Bolloré pour les financements, est-ce que le cinéma il est vraiment mort? Est-ce que le cinéma il est vraiment mort? Alors ça, c'est une question aussi qui rejoint... C'est pas moi qui l'a posé, c'est Thierry Ardisson qui l'avait posé comme question, mais dit si Bolloré on l'enlève, c'est fini, le cinéma il est vraiment mort. Alors le Bolloré, c'est-à-dire Canal+, plutôt. Oui, le groupe Canal+, oui. Ouais, Canal+ finance la moitié des films français. Voilà. Donc la réponse est dans la question. Enfin, c'est la moitié des films français. Là, il y a eu une renégociation qui s'est passée avec Canal+, qui met un peu moins qu'avant. Donc il y a des films qui vont être moins... Il y a moins de films qui vont être financés par Canal+. Par contre, il y a un acteur qui est rentré sur le marché en France, qui est Disney. Et Disney va investir aussi dans le cinéma français. Et ça rattrape à peu près
dans les calculs qui sont faits, le nombre de films globaux qui pourront être faits en France, mais ce n'est pas tout à fait les mêmes films, parce qu'ils ont des clauses, Canal+, et Disney ont des clauses de diversité, de pluralité, etc., qui doivent respecter et qui, en général, ils respectent. Il ne faudrait pas rappeler le passé politique de Walt Disney, quand même. Oui, mais voilà, mais évidemment, donc ils ont un argent global, une masse globale, et après ils doivent investir tant dans la diversité, etc. Vous voyez, c'est dans les premiers films, par exemple, etc. Ces obligations, ils les respectent, mais effectivement, on est plutôt sur la pente descendante avec Canal+. On sait, l'accord, c'est sur 3 ans, je crois. Pour 3 ans, il a été signé. Il est remis en cause d'ailleurs par Netflix. Donc il n'est pas encore tout à fait sûr. Voilà, donc on est dans ce genre de bataille. Et là-dessus, la SRF, alors c'est pas nous, là en l'occurrence, c'est un autre groupe qui s'occupe de ça, mais est très très militante, parce que c'est ce qui garantit la chronologie des médias et c'est ce qui garantit le financement du cinéma. Et sur Bolloré, pour être complet, jusqu'à maintenant, je dis bien jusqu'à maintenant, quand on regarde les films qui ont été produits par Canal+ ou Ciné+, il n'y a pas eu de censure de sujet, sauf sur les sujets religieux. C'est-à-dire le seul film de François Ozon qui n'a pas été financé par Canal+, est le film qu'il a fait sur la pédagogie dans l'Église. C'est tout ce que je peux dire. Je ne peux pas dire plus publiquement, hein, mais ça donne une orientation, disons, possible. Voilà. Mais pour l'instant, quand vous regardez sur la plateforme des Césars, par exemple, ou l'ensemble des films français qui ont été produits ces dernières années, vous avez des films qui parlent des questions LGBT, vous avez des films qui parlent d'immigration, vous avez des films qui parlent d'écologie, etc. Ça, c'est jusqu'à maintenant, il n'y a aucun problème. L'autre petite question qui s'est posée avec Canal+, c'est que Canal+ a racheté OCS, qui permettait de financer des films qui n'étaient pas pris par Canal+. Et ils ont signé plus, donc ils ont une situation assez grande, disons, dans le cinéma français. Voilà où on en est. Non, juste ce qu'on peut dire aussi, c'est que suite à l'entrée de Disney, en novembre, à partir d'octobre, novembre dernier, Canal+ a arrêté de prendre des films pendant 4-5 mois. Et au niveau, en tout cas, moi je vois surtout les premiers films, ça a été une vraie catastrophe, parce que du coup, des gens qui devaient tourner et qui attendaient justement l'aval de Canal+, qui de principe devait quasiment, ils savaient qu'ils devaient potentiellement l'avoir, ils se sont retrouvés à attendre 5-6 mois. Et quand Canal+, finalement, suite à la signature d'un accord, donc a décidé de refaire passer les films en comité, en fait, il y a eu un effet ils n'ont pas rattrapé les 6 mois, quoi. Donc il y a eu un véritable effet. Et là, il y a une difficulté, en tout cas sur les premiers films, l'endroit où j'imagine qu'elle est aussi ailleurs. Donc ça veut bien dire que quand Canal+, aujourd'hui, en tout cas dans l'état actuel du système, si Canal+ arrête d'acheter des films, c'est assez dramatique pour le cinéma français. Et il n'est pas impossible qu'un jour Canal+ appartienne à un autre groupe que celui de Bolloré, comme ça a été fait par le passé, comme ça sera fait après, on ne sait pas. Moi, j'ai une petite chose à dire. Moi, je crois que l'attaque contre le cinéma vient aussi du recul des forces de gauche. Parce que la gauche, on a l'impression qu'elle est plutôt sous terre maintenant. Et les idées de droite sont dans les médias des milliardaires. Il faut dire des choses. Au quotidien, leurs idées, l'extrême droite, tout le temps, c'est toujours les mêmes thèmes qui reviennent. Donc les gens de gauche, les gens qui veulent faire du cinéma, ils ne sont pas dans les grands médias. Ou plutôt, ils sont beaucoup moins présents. Enfin, voilà le commentaire que je voulais faire. Non, mais c'est pour ça que nous, on essaye de se battre et de riposter, d'aller alerter les politiques. Ce qui est vrai, c'est que je pense aussi qu'on a une génération politique pour lesquelles la culture, les arts, la littérature est beaucoup moins vitale que la précédente. On a eu un président qui était écrivain, qui était De Gaulle. On a eu un président qui a fait une anthologie de la poésie française qui est formidable, qui est Georges Pompidou. Lisez son anthologie, vous verrez. Demandez à Emmanuel Macron de faire une anthologie de la poésie française, ça risque d'être un peu plus compliqué, quoi. Donc on est aussi avec ce moment-là de l'histoire du pays, de l'histoire de nos politiques, et il faut qu'on fasse avec aussi. Je le déplore. Et puis il y a des glissements sémantiques, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on parle au fond assez peu d'art ou de culture. C'est très vrai au niveau de l'argent public dans les collectivités. On évoque les industries culturelles et créatives, et ce champ lexical-là, il relègue les cinéastes, la matière grise, les idées,
Et l'inquiétude, elle est aussi du côté de l'argent public. Les régions françaises investissent 100 millions d'euros par an dans le cinéma, et on se rend compte que de plus en plus d'investissements va vers des films du marché, là où historiquement l'argent public était destiné à réguler le marché. Et il y a même des régions où on lui déroule le tapis rouge. Ça aussi, ça fait partie des éléments d'inquiétude que l'on peut avoir quand on est dans cet environnement du cinéma d'auteur, du cinéma indépendant, de films plus singuliers, avec des cinéastes, des réalisatrices, des réalisateurs avec des parcours plus outsiders. C'est un peu partout cette détérioration, et qui s'accompagne aussi dans l'interlocution avec les pouvoirs publics, avec un déficit d'empathie à l'endroit des cinéastes qui est assez glaçant. Il y a une vingtaine d'années, ces dispositifs étaient là pour aider à faire des films. Aujourd'hui, on a vraiment le sentiment qu'ils sont là pour les autoriser. Ça change beaucoup de choses dans la relation au pouvoir public, sans compter, c'est un point qu'évoque souvent Christophe au sein de la SRF, c'est cette extraordinaire concurrence qui s'exerce entre nous, cinéastes, dans une période où, évidemment, on a besoin de solidarité, de loyauté dans les relations, les échanges. Il n'y a pas d'autres... Ah si, excusez-moi. Bonjour. Pardon, il y avait une question juste avant vous, monsieur. Oui, bonjour. Du coup, je vais vous demander comment s'est retrouvé dans une situation où le cinéma français vit à moitié grâce à un seul acteur privé, en fait, vit au crochet d'un seul acteur privé qui a, du coup, pas un monopole, mais presque un monopole, quoi. Alors c'est pas tout à fait un monopole, mais c'est vrai que c'est parce que faudrait demander à des historiens, hein, mais à la création de Canal+, c'est créé sur cette question. Il y a aussi France Télévisions, parce qu'on n'a pas parlé aussi du service public qui est aussi menacé. Hein, et qui est aussi un acteur important de financement du cinéma. Arte alors, est moins menacé, mais tout le groupe France Télévisions est menacé, comme vous savez, qui est aussi un acteur important. C'est tout ça pour modérer un peu l'importance de Canal+. Mais c'est parce que Canal+ s'est posé comme la chaîne du cinéma et du foot, en fait, et a acquis petit à petit cette position dans le cinéma français. Et tout le monde était très content. Canal, parce que ça leur permettait d'avoir des abonnés et de s'afficher comme un endroit de la pluralité, mais souvenez-vous des Guignols, souvenez-vous de tout ça. C'était quand même une autre époque. Et puis le cinéma français a trouvé effectivement une manne financière. Et c'est au moment où Canal est racheté évidemment par Bolloré que les gens commencent à s'inquiéter. Mais c'est assez récent en fait ce passage. Et là en ce moment, pour être clair, il y a des recherches d'autres types de financement, en fait. Mais les autres types de financement, c'est plutôt le modèle de la plateforme. Et le modèle de la plateforme est peu compatible, et il faut avec le système de la chronologie des médias, puisqu'il réclame évidemment que les films soient sur la plateforme le plus tôt possible, en fait. Mais jusqu'à maintenant, on a tenu bon. Et on espère tenir bon encore, en fait, puisque les deux piliers du cinéma français, c'est la chronologie des médias, donc ce système-là, et le système de financement dont on a parlé, la taxe qui est virtueuse. Voilà. Après, sans être du tout un expert sur le sujet, il me semble que dans les années 80, en fait, il y a eu quand même l'arrivée non seulement d'une multiplication du nombre de chaînes et des VHS, et que du coup il y a une espèce de crise, un peu de potentielle crise du cinéma français et de la salle de cinéma, et que Canal+ est arrivé un peu à ce moment-là, et que cette manière en fait de faire rentrer Canal+ dans le financement des films a été une manière un peu de salut pour le cinéma français à ce moment-là, et d'être vertueux à un endroit où on avait un peu peur pour le cinéma français, quoi. Mais ce qu'on n'a pas assez dit aussi, peut-être, et après j'arrête, mais c'est la santé insolente du cinéma français en ce moment. C'est-à-dire qu'on ne se rend pas compte, nous, mais c'est le cinéma qui est le plus présent dans tous les grands festivals internationaux, et de très loin, en fait. De très loin. C'est un cinéma qui marche très bien à l'export, contrairement à ce qu'il dit. C'est un cinéma qui a une part de marché en France, je crois, à peu près à la moitié, ce qui est énorme aussi. C'est un cinéma qui remporte les grands prix internationaux.
les palmes d'or, les ours d'or, les léopards d'or, etc., d'argent, de bronze, enfin tout ce que vous voulez. Donc c'est un cinéma qui marche en plus, c'est-à-dire il est attaqué. Évidemment, l'exemple canonique, c'est le film de Justine Triet, hein, qui remporte tout d'une certaine façon, et le succès public et le succès symbolique, enfin, et de la critique et des festivals. Mais derrière son film, il y a énormément d'autres films qui fonctionnent. Le documentaire de Nicolas Philibert à Berlin, Julia Ducournau. Le documentaire marche très bien aussi, le cinéma d'animation en France marche très bien, c'est-à-dire dans tous les secteurs, le court-métrage marche très bien, dans tous les secteurs ça fonctionne. Donc on a un système qui fonctionne, qui assure la pluralité, qui assure des nouveaux entrants, qui assure les premiers films, alors qui a encore des trucs à faire sur la diversité, effectivement, mais qui est en passe de le faire aussi quand même. C'est plutôt en progression. Sur la parité, il y a de plus en plus de femmes qui font des films. On le voit vraiment dans les jeunes cinéastes. Donc je ne vois pas pourquoi on attaque ce modèle, en fait. Là, il y a vraiment quelque chose qui est de la pure idéologie, mais bête en plus, parce qu'en termes de soft power, on est plus connu à l'étranger pour nos films que pour la qualité de nos voitures. Enfin, si on peut aller par là, je veux dire, regardez. Bon, donc enfin, j'exagère un peu, vous voyez, mais en termes de franchouillard, juste franchouillard, le cinéma est quelque chose qui coûte très peu à la nation et qui est un élément de soft power extraordinaire, en fait. C'est aussi ça. Pardon. Dernière question et ensuite on passe à... Oui, bonjour. Vous avez parlé de cette histoire que je ne connaissais pas où la région Île-de-France avait demandé au réalisateur de rembourser l'aide qu'il avait eue sur l'écriture parce que ça ne correspondait pas à ses valeurs. Je voulais savoir comment ça s'était fini. Est-ce qu'il avait dû vraiment rembourser? Est-ce qu'il y a eu un procès ou... Alors très rapidement, là aussi, on a fait une lettre d'une fermeté extrêmement dure avec l'ensemble des organisations, Observatoire de la création, SPI, SRF, il y avait quoi aussi? L'Acide, SCAM, voilà, la boucle documentaire et tout ça à la région. Voilà, en disant attention là, en disant ça se fait pas en gros, pour dire les choses bêtement. Et on a accompagné Joseph et on les a appelés parce qu'évidemment on est en lien avec les services cinématographiques de la région, enfin les responsables. Et ils nous ont dit, écoutez, on va pas donner suite, c'était juste une façon d'avertir. Voilà. Mais on a quand même demandé à ce qu'ils envoient une lettre à Joseph en disant qu'ils renonçaient à leur action. Et ça, la lettre, ils ne l'ont toujours pas envoyée. Donc on va s'occuper de faire une suite à cette lettre parce qu'on ne lâchera pas là-dessus. Parce que ça, c'est la porte ouverte à tout, hein, si vous voulez. Alors déjà, une aide à la production, que ça ne corresponde pas au film, c'est souvent on change, hein, quand on tourne et quand on monte. Mais depuis l'écriture, c'est impossible. On va passer à un autre dossier qui tient à cœur au sein de la SRF, qui est, on pourrait le dire d'ailleurs, ça vaut aussi, on l'évoquera un peu plus tard avec Ted, les questions de transmission. Et donc depuis plusieurs années existe à la SRF un groupe de travail dédié à l'éducation aux images, dont tu fais partie, avec, si je ne dis pas de bêtises, Stéphane de Moustier, Thomas Salvador, Marion Truchot notamment. Et est-ce que tu peux nous en dire deux mots en quoi ça consiste, le rôle de cinéaste ou les questions qu'apportent les cinéastes dans le domaine de l'éducation aux images? Alors, c'est assez vaste, on travaille sur différents chantiers, mais cette année, moi j'ai participé en particulier à quelque chose qui, je pense, était important. On a mis en place en fait, un gros questionnaire pour tous les cinéastes de la SRF, justement pour les interroger sur leur rapport à l'éducation à l'image. C'est-à-dire qu'en gros, l'éducation aux images, c'est à la fois comment est-ce que nous, comme cinéastes, on reste, on va dire, connectés au public de demain, et comment est-ce qu'on participe à fabriquer des images qui, justement, racontent la diversité du monde, voilà. Et aussi, très concrètement, beaucoup de cinéastes de la SRF vivent en partie, voire pour un tout petit pourcentage, mais presque complètement, de l'éducation aux images en tant qu'intervenant. Donc on voulait savoir quel était le lien justement des cinéastes, et aussi est-ce que l'éducation aux images à un moment de la vie des cinéastes de la SRF, alors plutôt pour les plus jeunes, parce que en tout cas en milieu scolaire, parce que les dispositifs d'éducation aux images comme école au cinéma, ce sont des dispositifs qui n'existaient par exemple pas quand moi j'étais à l'école. Mais en tout cas pour ceux qui ont pu en bénéficier, est-ce que ça a par exemple éveillé leur vocation ou pas?
Et donc, on a tout ce chantier-là on a fait ce questionnaire. Il y a plus de 120 cinéastes qui ont répondu. Donc, on est en train de faire un peu une synthèse. Mais l'idée, c'est aussi à partir des réponses à ce questionnaire, c'est de pouvoir répondre, par exemple, dans la presse, quand les dispositifs sont attaqués, parce qu'ils le sont. Là aussi, c'est quand même dingue. École au cinéma, ça marche très bien. Des millions d'enfants, d'adolescents sont allés au cinéma grâce à ce dispositif d'école au cinéma, de la maternelle au lycée. Et ce sont des dispositifs qui pourtant sont fragilisés. Alors pour plein de raisons, hein, je pourrais donner un peu les causes parce que voilà, et donc ça marche bien. Pourquoi est-ce qu'on y touche? Donc voilà, donc est-ce que c'est potentiellement des dispositifs qui permettent à des vocations de naître dans des endroits qui sont peut-être pas forcément attendus? C'est-à-dire qu'on a aussi demandé dans ce questionnaire comment est-ce que vous considérez, vous cinéaste, que vous est venu le goût de faire ça. Je me rends compte, par exemple, que tous les trois, on n'a pas fait d'études de cinéma. En fait, après, toi, t'en as fait? J'en ai fait après. Ouais. Bon, en tout cas, on vient pas de là, je crois pas, familialement. Mais néanmoins, on se rend compte que quand même, souvent, le goût du cinéma, il est venu par la famille et les amis. Alors, où est-ce que ça s'est fait? Voilà, c'est pas inintéressant. Et donc, répondre aussi au pouvoir public sur le fait que ces dispositifs, nous, cinéastes, on y tient parce que... ils ont parfois éveillé des vocations dans des endroits où les gens n'étaient peut-être pas destinés à faire du cinéma et que ça a pu, voilà. Mais aussi parce que nous, ils participent de la pluralité du cinéma, ils participent de l'éveil des consciences à un monde plus ouvert. Voilà, tout ça, ça nous semblait important et c'est pour ça qu'on a fait ce questionnaire aussi très pragmatique, de manière très pragmatique, parce qu'on a voulu constituer un répertoire de cinéastes qui potentiellement voudraient aller faire des interventions. Parce que ça se fait de manière un peu sauvage, pas toujours, mais je veux dire, quand on demande aux cinéastes comment est-ce que vous êtes devenu intervenant, par exemple, scolaire ou hors scolaire, hein, on peut faire parfois de l'éducation aux images en prison, dans des MJC, enfin il y a plein de lieux d'éducation aux images. Bah, ils disent parfois, c'est des copains qui m'ont dit, ou il y a plein de manières. Et là, on s'est dit, on va faire un répertoire de gens qui ont envie, on va après pouvoir travailler avec des associations qui s'occupent d'organiser ces dispositifs et de les porter de manière plus institutionnelle. C'est un peu la mère des batailles, hein, quand même. C'est ce qu'on s'est dit, parce qu'on disait tout à l'heure, on a affaire à une classe politique qui peut-être a moins le goût de la culture et des arts qu'avant. C'est justement en allant auprès des jeunes publics et même des adultes, hein, d'ailleurs, de faire ce travail de c'est quoi la forme, c'est quoi la mise en scène, c'est quoi la réalisation, c'est quoi un plan, c'est quoi un montage, et au-delà de ce dont parle le film, en fait, c'est là qu'on, je pense, peut remporter quelque chose et retrouver le goût profond dans ce pays des arts et de la culture. Et ça a bien été identifié à l'AG il y a 2 ans, vous vous souvenez, en fait, où ça a été le thème majeur, c'est il faut investir l'éducation aux images. Ça, c'est une bataille première, quoi. Et donc, alors il y a aussi une mission, là encore, faut pas croire quand même que les politiques soient, en tout cas au niveau national, ne soient pas conscients de l'impact de l'érosion de ces dispositifs. Hein, et qu'ils n'aient pas envie d'essayer de faire quelque chose de ça. Donc, on a rencontré avec Marion Truchot un conseiller d'État qui est en charge d'un rapport, donc qui fait un bilan un petit peu, qui essaye de faire un état des lieux aujourd'hui du dispositif, en particulier école au cinéma. Et qui va faire des préconisations. Alors les politiques, après, ils en feront ce qu'ils voudront de ces préconisations, mais néanmoins, ça montre qu'il y a quand même une volonté forte d'essayer de comprendre ce qui se passe. Et on se rend compte notamment, par exemple, que l'érosion le fait qu'il y ait donc un peu de moins en moins d'enfants qui soient dans ces dispositifs, alors c'est pas encore énorme, hein, mais ça tient à plusieurs choses et ça tient pas forcément... ça tient aussi au fait qu'avec l'inflation, par exemple, tout bêtement, même dans des municipalités pour les écoles ou dans des conseils généraux, etc., qui ne sont pas nécessairement à droite, quand le prix du fuel augmente, on ne peut pas payer un quart, en fait.
pour emmener les enfants au cinéma. Parfois, c'est des stratégies qui ne sont pas forcément idéologiques, hein, pas que. Donc voilà, il y a plein de choses. Donc c'était intéressant qu'on soit, nous aussi, associés à cette réflexion en tant que cinéaste. Et aussi dans les préconisations, il y a vraiment quelque chose qui semble émerger sur l'idée que le monde de l'éducation nationale et le monde du cinéma se parlent peut-être pas de manière très concrète. C'est-à-dire que, notamment dans la formation des enseignants, il y a une déconnexion, on va dire, avec la réalité un peu matérielle de nos métiers. Et du coup, il y aurait dans les préconisations l'idée de proposer une formation à tous les enseignants qui vont aller faire école, qui vont s'inscrire dans le dispositif, qui vont inscrire leur classe dans le dispositif École et Cinéma, de passer peut-être, alors c'est vraiment les débuts, un diplôme universitaire, mais qui serait co-construit avec les associations de cinéastes, de producteurs, de distributeurs, etc. Donc avec l'idée que de peut-être aussi plus quelque chose qui soit pas seulement, parce qu'on voit bien qu'il y a la cinéphilie des jeunes enseignants, elle n'est pas la même que celle des enseignants qu'on a pu avoir nous. Enfin, tout ça évolue et c'est normal. Donc d'essayer d'appuyer, de leur donner des outils pour défendre ces dispositifs de manière un peu théorique. C'est aussi de ne pas se retrouver face à des parents qui disent pourquoi vous avez emmené mon enfant voir tel film sans avoir des outils pour défendre le film. Donc ça, voilà, c'est quelque chose qui manque. Donc il y a tout un ensemble. Je ne vais pas être très longue là-dessus parce que c'est très intéressant et c'est très politique aussi, mais c'est aussi très précis, quoi. Sauf erreur de ma part, dans les dispositifs que tu évoques, Isabelle, école, collège, lycéens et apprentis au cinéma, on pourrait aussi parler de dispositifs hors temps scolaire. Le choix des films s'établit sur un catalogue national. Qui est à l'origine du choix des films? Est-ce que les cinéastes de la CID, de la SRF, participent du choix des films? Oui, dans les commissions. Je crois pas. Mais alors, est-ce que c'est pas quelque chose d'ores et déjà à envisager? Qu'on pourrait demander. Je pense que. Alors ça, là-dessus, j'avoue, j'ai pas fait. On n'a pas encore. Enfin, moi, j'ai pas réfléchi précisément à cette question-là. Je pense qu'il faut accepter, quand on est aussi cinéaste, que les enseignants, il me semble, et peut-être le premier mot là-dessus aussi, c'est-à-dire qu'on les accompagne et qu'on vienne discuter avec eux, qu'on vienne présenter nos films, et tout ça, ça me semble très important. Mais je crois qu'il faut, ils ont une démarche qui est une démarche pédagogique aussi et une démarche d'éveil. Là où il y a quelque chose qui ne va pas, c'est dans la manière dont le cinéma, à mon avis, est utilisé à l'école. C'est-à-dire, je pense que très souvent, le cinéma, il sert de support à d'autres matières. Et c'est illustratif. Et là, dans les préconisations qui seraient celles de ce conseiller d'État, l'idée, ce serait justement que ce soit intégré au programme. Et que, avec cette histoire de diplôme universitaire, dans lequel nous, on serait cinéastes impliqués. Donc, c'est-à-dire que venir en soutien et venir construire une pensée sur la manière dont se fait l'éducation aux images, mais pas se substituer aux enseignants. En gros, accompagner les enseignants d'une manière ou d'une autre. Et je pense que l'idée d'un programme dans lequel l'éducation aux images serait, parce que quand même toutes les matières sont enseignées en tant que telles à l'école et pas le cinéma, alors qu'on est dans une civilisation gavée d'images quand même. Donc ça a vraiment un sens, il me semble, même anthropologiquement. Il y a un moment où, on sent bien que ça pose problème. Et on voit aussi à quel point la production d'images par les enfants, elle est de plus en plus... Ils font des images, tous ces enfants. Donc voilà, comment ça s'est accompagné et pensé à l'école, c'est un vrai chantier, mais je crois que d'une manière ou d'une autre, on va être amené à y participer, c'est sûr. Mais il ne faut pas substituer aux enseignants, quoi, à mon avis. Sachant que que l'éducation à l'image est aussi extrêmement cruciale à un endroit précis et qui rejoint beaucoup de nos combats, qui est celui de mettre en valeur la salle de cinéma, l'œuvre de cinéma, l'auteur et l'autrice de cinéma, alors que de plus en plus, surtout les jeunes générations, il y a quelque chose qui est plus dans... On parle de toute image, mais plus dans le flux, dans l'invisibilisation de l'auteur, dans le fait de regarder un film depuis sur un petit écran ou sur son portable. Et donc comment c'est de l'éducation aussi, d'avoir envie que ce soit un partage collectif dans une salle, de savoir qu'il y a un auteur ou une autrice derrière, de savoir qu'il y a des œuvres de cinéma et qu'il y a une filmographie.
et que c'est pas juste du flux, quoi. Alors ça aussi, il y a un groupe dans l'éducation aux images, il y a aussi un travail avec Archipel des Lucioles pour fabriquer des petites capsules justement de réalisateurs et réalisatrices qui, alors sans que ça se substitue forcément à des actions plus de type, enfin des intervenants rémunérés, hein, mais des petites capsules qui seraient projetées avant les films. Et des capsules où en fait le réalisateur ou la réalisatrice présenterait son film, hein, quand il fait partie du dispositif. Ce qui est une manière d'incarner ce que tu dis, c'est-à-dire bah oui, en fait on voit, avant de voir le film, les enfants, les adolescents voient la personne qui leur fait, et ça c'est pensé pour être quelque chose d'assez ludique et aussi d'assez singulier, c'est-à-dire que ça peut pas se... Voilà, donc c'est une manière aussi de... Il faut qu'on... Et puis, alors aussi, une chose qui est importante, dans le questionnaire qu'on a fait passer à tous les adhérents de la SRF, en fait, tous les cinéastes sont prêts assez régulièrement, finalement, même de manière bénévole, à aller présenter leurs films dans les écoles et dans les lycées, dans les collèges. Il y a vraiment un désir de transmission qui est très fort chez chacun d'entre nous, mais c'est pas forcément toujours, et les universités, mais c'est pas forcément, on manque d'outils pour l'organiser. Mais déjà, s'il y a un répertoire de ça, bah, nous, on peut aller plus facilement dire à l'Archipel des Lucioles, voilà, il y a tous ces gens-là sont OK. Et les coordinateurs, les associations qui coordonnent ces dispositifs sur les territoires manquent cruellement de moyens, puisque on parlait de la région des Pays de Loire, les attaques en Pays de Loire se sont portées sur le fonctionnement des associations socioculturelles notamment. C'est vrai que les conseils départementaux connaissent une crise financière sans précédent. Or, collège au cinéma, une des compétences obligatoires d'un conseil départemental, c'est évidemment les collèges. Et ce que tu disais était très juste. Je crois que c'était l'année dernière au congrès de la Fédération nationale du cinéma français. Le département du Nord avait arrêté, séance tenante, toute implication dans collège au cinéma, alors que c'est fondamental en termes de sensibilisation, mais aussi d'aménagement du territoire, d'accès à la culture, de découverte de lieux de culture comme les salles de cinéma, comme le rappelait Ted. Est-ce que vous avez des questions dans la salle ? J'espère que je peux bien parler là. Est-ce que ça existe déjà dans l'agrégation, ce genre d'information qui est transmis aux jeunes adultes qui vont passer l'agrégation pour travailler dans le lycée ou pour travailler dans les maternelles, etc.? Alors, juste, je voulais dire tout à l'heure, moi j'ai fait partie d'un groupe il y a longtemps, dans les années 90, avec des professeurs d'université, maîtres de conférences, doctorants, etc. Parce que j'étais moi-même doctorant en cinéma, parce que j'ai pas fait que du maths. Pour créer un CAPES, une agrégation cinéma. En fait, on s'était battu, on avait rencontré les ministres à l'époque et tout ça, puis ça n'a jamais été mis en place parce que ça pose des problèmes dans la structuration de l'ensemble des enseignements en France et l'éducation nationale. Je ne sais pas si c'est un mammouth, mais c'est un paquebot très dur à fonctionner. Je crois qu'en lettres, à l'agrégation de lettres, il y a une spécialité cinéma, en fait, qui est possible. Ouais. En fait, c'est un peu plus compliqué que ça. C'est-à-dire qu'en lettres, effectivement, on peut avoir un film dans le programme de l'agrégation, je crois. Mais quand on est prof, alors moi j'ai été prof donc de lettres au départ, et j'ai ensuite enseigné le cinéma audiovisuel en passant ce qu'on appelle une certification complémentaire. Ça s'est résumé pour moi à aller passer une sorte d'oral pendant un quart d'heure devant des profs de matières différentes, et en disant que j'avais, je crois, en 6e fait étudier, je pense que j'avais dû faire un film de Truffaut, peut-être avec les enfants, je sais plus, bon, voilà, les ateliers que j'avais pu faire autour de ça. Je crois que c'est un tout petit peu plus élaboré maintenant, mais néanmoins, en fait, il y a et je pense pas que ce soit une mauvaise chose, les profs de cinéma audiovisuel au lycée sont des profs peuvent être des profs qui viennent de toutes les matières. Il y a des profs d'EPS qui ont une certification complémentaire de cinéma audiovisuel.
Et je pense que ça crée une forme de diversité, de pluralisme qui n'est pas inintéressante, parce que je pense qu'on n'a pas le même rapport au cinéma quand on enseigne la SVT et quand on enseigne les lettres. Et je ne vois pas pourquoi réserver le cinéma qui est une... voilà. Donc effectivement, tant qu'il n'y a pas cette création, mais à mon avis qui n'aura pas lieu d'un CAPES ou d'une agrégation de cinéma, ça restera sans doute comme ça. Le problème, en fait, il n'est pas tellement que les professeurs viennent de toutes les matières ou les disciplines, il est qu'ils n'ont pas de formation. C'est-à-dire qu'en fait, et c'est ça qui manque. C'est pour ça que cette idée d'un diplôme universitaire qui apporterait une formation et qui ne serait pas en plus quelque chose qui viendrait en plus de tout le travail qui est de plus en plus conséquent qu'on demande aux enseignants, c'est-à-dire qui serait pris sur des heures de formation, c'est une bonne piste, je crois. C'est-à-dire qu'il y a un manque qui n'est peut-être pas tant d'ailleurs un manque de connaissances en termes d'histoire du cinéma ou d'analyse de l'image, mais il y a souvent un manque de compétences un peu techniques, de compétences même de compréhension de comment ça fonctionne économiquement le cinéma. Voilà, on est sur le côté très artistique, on oublie que c'est une industrie, on oublie que c'est des techniques, et donc ça c'est vraiment intéressant, je crois. Voilà, comme piste. Je ne sais pas si ça va se faire, je ne sais pas si ce sera doté et suffisamment. Et du coup, ça permettrait aussi que nous, cinéastes, mais aussi toutes les professions techniques du cinéma, aillent participer à la formation des enseignants qui ensuite sont bons élèves. Enfin, ça me semble être intéressant. Oui, parce que le cinéma, l'audiovisuel a été toujours utilisé de mon vivant, dans l'école. Ah oui, mais souvent comme support. Il faut avoir une manière de faire la liaison avec l'étudiant. Donc ça se passe quand on fait la formation d'être instructeur, institutrice, professeur. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les dispositifs qu'on évoquait, qu'il s'agisse d'école au cinéma, collège au cinéma, plus récemment lycéens et apprentis au cinéma, sont dotés de documents pédagogiques. Il y a un livret pour les enseignants et il y a des fiches pédagogiques pour les élèves associées à chaque film qui ont été choisis. Moi, pour vous donner un petit état des lieux de la spécialité cinéma, parce que j'en viens, cette année au bac, on a eu un extrait qui était inanalysable et tous les profs s'en sont plaints. Et leur avis n'est jamais pris en compte. Et aussi, l'oral, on l'a passé pendant le Festival de Cannes, donc il n'y avait aucun intervenant professionnel. Et c'est à peu près ça constamment. On n'est vraiment pas priorisé et pris au sérieux, même au niveau du lycée, au niveau du rectorat, même au niveau national. Donc c'est pas très positif, voilà, de mon point de vue. Pardon, ça a énormément évolué parce que moi j'ai fait partie, j'étais enseignant en cinéma au début des années 90, c'était juste après l'impulsion de Lang et comment il s'appelle, qui avait initié ça, le cinéaste et critique aussi. Bref, Bergala, avec Alain Bergala. Et à cette époque, il y avait une vraie volonté, je me souviens, on faisait même des films. Moi j'avais fait un film sur Elana Veva qui aidait, je ne sais pas si ça se fait toujours, etc. Il y avait une espèce d'énergie. Mais c'est il y a 92 séquences, il y a 30 ans, 33 ans. Et on est resté sur cette énergie, c'est ça que je veux dire en fait. Il n'y a pas eu de nouvelle impulsion. Non, en ça fait, dans ces sections. Oui, mais ça se dégrade forcément s'il n'y a pas de nouvelle. Non, mais pas que à cause de ça, c'est dégradé aussi avec la réforme du bac. C'est-à-dire qu'ils ont avancé, ils sont obligés maintenant, si je ne dis pas de bêtises, de rendre leurs films plus tôt. Du coup, en fait, ce sont souvent des films qui sont pas... On a le droit quand même de présenter au bac un film pas fini. Je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais il y a un moment, c'était comme ça. Quand même, donc du coup, voilà. Il y a eu un ensemble de choses qui ont fait que le dispositif de cinéma audiovisuel... Après, là, il serait justement question peut-être de faire rentrer le cinéma comme une matière qu'on étudierait tous les ans au cours de sa scolarité, avant même la possibilité de se spécialiser, et aussi peut-être de faire des classes dites à horaire aménagé cinéma, comme ça existe par exemple en musique, en danse, même pour les arts du cirque. Enfin, il y a plein de classes à horaire aménagé qui existent, pas en cinéma. Donc voilà, donc il y a des pistes, mais après, est-ce qu'elles vont être prises en compte? J'en suis pas du tout sûre. Ça va dépendre de ce qui se passe politiquement dans les années à venir. Il y a une hypothèque qui a été levée, c'est que moi, dans les années 90, ça coûtait très cher. Même avoir une petite caméra pour faire tourner ses étudiants, enfin, avoir une salle de montage, c'était vraiment un des problèmes qu'il y avait dans les lycées dans lesquels on enseignait, les lycées qui enseignaient le cinéma. C'était cette question du prix, en fait. Maintenant,
grâce à nos téléphones portables et à nos logiciels de montage qu'on a facilement, cette hypothèque est levée. Donc je pense qu'il peut vraiment y avoir un enseignement du cinéma partout, ce qui n'était pas le cas à cette époque. On va... Oui. L'éducation à l'image, je pense qu'elle devrait concerner les adultes aussi. Parce que dans le passé, l'image de la propagande a été beaucoup utilisée par les nazis ou les soviétiques ou les chinois. Donc eux, ils voyaient bien que l'image était importante. Donc les adultes aussi devraient aussi avoir une éducation à l'image. Alors il y a des dispositifs qui existent hors temps scolaire en faveur de la sensibilisation ou de la formation de communautés adultes. Mais c'est vrai que c'est beaucoup plus rare. C'est beaucoup plus rare. Il y a des programmes en prison, par exemple, qui se font, qui sont très efficaces et qui ont été remis en cause par M. Darmanin quand il a dit qu'il allait stopper les activités récréatives en prison et ces activités de cinéma étaient visées par cette déclaration. On va aborder notre dernier chapitre SRF, et pas le moins important, puisque au sein des 500 et quelques adhérentes et adhérents de la SRF, le court-métrage compte 240 adhérentes et adhérents. TED, c'est évidemment, on a parlé transmission, on a parlé diversité, renouvellement ou régénération. Tu appartiens à une nouvelle génération de cinéastes au sein de l'association. Est-ce que tu peux nous dire deux mots du fonctionnement du collège court, et puis toi, plus particulièrement, les dispositifs dans lesquels tu t'es... et les groupes de travail, pardon, dans lesquels tu t'es investi ces dernières années, puisque ça fait au moins 2 ans pour, je pense notamment à Parrainage, Marrainage. Oui, effectivement, comme tu l'as dit déjà, les courts-métragistes, à la SRF, le collège court-métrage, c'est tous les réalisateurs et réalisatrices qui n'ont pas fait de long-métrage et qui ont déjà fait un court-métrage. Et ça représente quasiment la moitié des adhérents, ce qui est un cas presque unique. Par exemple, à l'ARP, qui est une autre société de réalisateurs, il n'y a pas de court-métragiste. Donc nous, c'est un endroit, la SRF, où on peut porter la voix des jeunes ou moins jeunes, en tout cas jeunes cinéastes dans leur carrière, ou alors juste qui sont des cinéastes de court-métrage, parce qu'on défend aussi le fait que le court-métrage est une forme en soi et n'est pas simplement un passage pour le long, même si pour beaucoup de gens, c'est aussi un endroit où on fait ses armes. Le collège court-métrage, du coup, en fait, c'est presque on va dire, une petite SRF dans la SRF, quelque part, dans le sens qu'il y a plusieurs groupes de travail spécifiques au collège court-métrage, pas mal d'actions aussi culturelles, mais qui font souvent le lien, évidemment, avec le reste de l'association. Et puis, c'est des combats communs que l'on mène. Pour parler de la réflexion générale du collège court-métrage, on est 250 adhérents, mais des membres actifs, on est légèrement moins. Voilà, on va dire qu'on est entre 10 et 15 plutôt à être vraiment actifs, dont 6, je crois, à être au conseil d'administration et 5 au conseil d'administration élargi, parce qu'on a aussi une forme un peu hybride à la SRF. La réflexion qui mène la plupart de nos travaux, les réflexions qui mènent la plupart de nos travaux, c'est effectivement celle de la difficulté pour les jeunes cinéastes de faire des films, des courts-métrages déjà pour commencer, de passer au long-métrage, la solitude, on va dire, relative dans laquelle on se trouve, et la précarité aussi, parce que ce qui nous vient voilà, dans les réunions du collège, et ce qui vient très souvent des retours qu'on a des adhérents courts-métragistes, c'est qu'en fait, c'est de plus en plus long, difficile évidemment, mais long surtout de faire des courts-métrages. C'est-à-dire que maintenant, pour faire un court-métrage financé, souvent, il faut 4-5 ans pour faire son film, c'est-à-dire des temporalités qui étaient plutôt celles du premier long-métrage. Or, évidemment, le court-métrage, l'économie est quand même très précaire, donc souvent, ça veut dire qu'on n'est pas payé pour ça, en tout cas, ou de manière dérisoire. Donc, comment on fait pour tenir en essayant de multiplier des projets de court-métrage comme ça, et puis aussi quelle influence ça a sur les films qu'on fait, parce qu'évidemment, si on passe 4 ou 5 ans, et souvent sur l'objet scénario,
bien plus que sur une réflexion de mise en scène. Si on passe 4 ou 5 ans sur l'objet scénario pour essayer justement d'avoir les fameuses commissions, enfin les fameux financements qui nous permettent et qu'on arrive souvent pas. Donc du coup, bon, c'est encore plus dramatique, mais même qu'on y arrive et que du coup, tout à coup, il faut penser toute la mise en scène dans 3 mois, alors qu'on s'est beaucoup figé dans la réflexion du scénario pendant 4 ans, et on est aussi figé dans le sens qu'une fois qu'on arrive là, si ça fait 4 ans, on n'est pas hyper tranquille, on n'a pas hyper envie de faire des tests qui risquent de nous faire rater le court-métrage, qui devient très décisif pour nous. Du coup, l'endroit qui est censé être le court-métrage, qui est aussi un endroit de laboratoire, de forme, de sujets aussi, mais enfin voilà, de laboratoire, en fait, devient beaucoup plus crispant si on arrive au moment du tournage et qu'on sait qu'il faut absolument que le film soit réussi. Alors, on a presque envie de faire un champ contre champ, un master. On se dit bon, bah, comme ça, au moins, ça sera regardable, quoi. Je risque pas de me rater. Non, mais il y a vraiment, moi, c'est un truc dont je parlais beaucoup avec d'autres jeunes cinéastes, où on est presque. Donc, du coup, le temps pour faire des films, c'est vraiment une question. La pression qu'on a pour les faire, et effectivement, du coup, ce qui est lié à tout ça, l'institutionnalisation du court-métrage, lié au fait, et donc effectivement un court-métrage, je ne sais pas si tout le monde est familier dans la salle, mais globalement, pour financer un court-métrage, bon, à part des aides automatiques pour le producteur, etc., mais généralement, il y a 3 grands guichets qui sont le CNC, les régions et les préachats de chaînes de télé. Eh bien, les régions, il y a un mouvement très fort depuis quelques années qui fait que c'est de plus en plus territorialisé, ce qui veut dire que pour avoir les financements d'une région, et là je parle au-delà de tout ce dont tu as parlé déjà précédemment, du fait que de la remise en cause, des baisses de subventions, etc. Mais du coup, ça veut dire qu'on se retrouve donc avant, par exemple, il fallait qu'il y ait un certain pourcentage économique, de retombées économiques pour la région, mais maintenant c'est très durci, c'est-à-dire qu'il faut que le réalisateur souvent soit né dans la région ou habite dans la région, parfois même que le sujet ait un lien avec la région, voire que les images mettent en scène de manière presque touristique, mais en tout cas valorisante, la région. Du coup, ça pose quand même beaucoup de questions. Et du coup, quand on veut faire un court-métrage, en fait, là où il y a une dizaine d'années, souvent, on tentait 8, 9, 10 régions, voire plus, parce qu'il y avait plus de régions à l'époque, mais même sur les 11, je crois, existantes aujourd'hui, ou 12, bref, on pouvait en tenter plusieurs. Aujourd'hui, très souvent, un cinéaste donné peut en tenter 1, 2, éventuellement si son producteur est basé ailleurs, suivant les régions. Alors après, il y a des régions, parce que du coup, il y a eu vraiment une volonté politique pour certaines régions de fermer comme ça et d'en faire quelque chose de local, j'ai envie de dire, mais pas au sens très positif du terme. Et il y a eu d'autres régions qui ont fermé aussi, mais non pas par conviction politique, mais par réplication, parce que du coup, tout le monde venait, tous les gens qui ne pouvaient plus déposer dans les autres régions, tout le monde venait déposer dans les régions dites ouvertes, et ils se retrouvaient complètement submergés puisque tout le monde déposait. C'est le cas par exemple en Nouvelle-Aquitaine, qu'on avait parlé aux auteurs de Nouvelle-Aquitaine, il disait le problème c'est qu'en fait il n'y a même plus de place. En fait, on est les seuls auteurs régionaux qui ne sommes pas privilégiés dans notre région, mais du coup c'est un problème en tant que tel, puisque tous les autres postulent dans leur région et chez nous. Donc il y a un effet de contagion, mais du coup qui a pour effet qu'effectivement on a souvent 1 ou 2 guichets régionaux. Les chaînes de télé nationales, en tout cas pour la plupart, je me demande si c'est pour toutes, voilà, pour toutes, ne rentrent pas en premier financeur. Donc il faut déjà avoir une région ou le CNC. Donc c'est pas un guichet par lequel on peut entrer non plus. Alors il y a les chaînes évidemment locales. Avec nous, on fait tout un travail où on a rencontré et des chaînes. On a un groupe de travail dédié qui s'appelle Financement privé du court-métrage, où on a rencontré et des chaînes nationales et des chaînes locales. Et les chaînes locales sont plus ouvertes, mais évidemment elles financent à moindre hauteur, donc c'est assez différent. Et puis il y a le CNC, donc cette fameuse AVR, pardon, oui, l'ASR c'est avance sur recette. L'AVR, donc l'aide avant réalisation, mais qui est extrêmement sélective. Donc elle est découpée en AVR 1 pour les premiers films de court-métrage et AVR 2 pour ceux qui ont déjà eu un film produit, réalisé un film produit. Mais par exemple, le taux de sélectivité de l'ordre de 6 ou 7%, sauf erreur de ma part. Oui, et même qu'on regardait en termes de fiction sur l'AVR 1, c'était 2,5%. Donc c'est quand même extrêmement sélectif. Et pour info, l'ASR, l'avance sur recette, le taux c'est 10% à peu près. Donc c'est plus dur d'avoir un financement pour un court-métrage en pourcentage
que pour un long métrage au CNC. Il faut s'en rendre compte. Hein, parce que ouais, c'est ça. Et du coup, ça veut dire qu'en fait, la voie royale, c'est d'avoir la SR, puis sa région, et à la fin d'aller choisir une chaîne de télé. Mais en vérité, si on n'a pas la SR qui est hyper sélective, en fait, on a une difficulté, puisque si on a raté notre région, on ne peut pas encore aller voir les chaînes de télé. Donc Alors que propose la SRF? Parce que là, je crois que tu vas décourager tout le monde. C'est le constat. En tout cas, c'est le constat d'une... Et du coup, aussi, je finis juste là sur l'institutionnalisation que ça donne, puisque ça veut dire que du coup, on blinde les scénarios, enfin les dossiers, mais du coup, qui sont très fondés sur le scénario. Donc on passe par des résidences, on va à l'aide du CNC qui nous donne ce qu'on appelle des PSR, donc des peu se représenter. Donc on revient 2 ans plus tard, on a un retravail de scénario. Donc en fait, ça veut dire que le scénario doit passer des commissions, et donc on se retrouve avec une conformisation, si on veut dire ça comme ça, des films, quoi. Donc nous, effectivement, uniformisation, c'est mieux. Voilà, donc nous, effectivement, ça c'est le constat, c'est vraiment le constat. Donc nous, à cet endroit-là, on a plusieurs groupes de travail. Je parlais de celui sur les financements privés. On en a un sur les aides du CNC et un sur les régions. Globalement sur les groupes de travail politique. Et donc à chacun de ces endroits-là, on essaye de voir quels sont nos leviers d'action. Je vais parler de celui que je connais le mieux, parce que je le mène, qui est celui sur les aides du CNC. Nous, on a pensé, ça fait 2 ans qu'on a cette réflexion, même un peu plus, une aide qu'on appelle Audace, qui est... Voilà, c'est un mot qu'on aime bien, le mot audace, et dont on trouve qu'il est particulièrement lié au court-métrage et à l'émergence. Et donc une aide voilà, on a rencontré le CNC, on a présenté l'aide, ils ont été attentifs. On n'est malheureusement pas dans un moment politique où ils créent particulièrement des aides, mais en tout cas c'est une vraie réflexion qu'on a avec eux. On a aussi rencontré... Présente l'aide. Je veux présenter l'aide, oui, pardon. C'est un peu ce que disait hier Bertrand Bonello, pour celles et ceux qui étaient là, qui disait « J'écris un film, je n'écris pas un scénario ». Et cette nuance-là change absolument tout. Tout à fait. Surtout dans ce microcosme dont je parlais, où on passe 4 ans à écrire. Donc l'idée de l'aide audace, c'est déjà de raccourcir la temporalité. Donc c'est-à-dire qu'on présente l'aide audace, c'est la première aide qu'on présente. Donc ça veut dire qu'on n'a pas demandé une région ou l'aide avant la réalisation du CNC auparavant. Et si on l'obtient, on a 12 mois pour tourner. Mais surtout, tu ne proposes pas un scénario. Et effectivement, on ne propose pas un scénario, on propose un dossier libre de 15 pages. Donc qui peut avoir des éléments de scénario, des éléments de continuité dialoguée par exemple, mais qui n'est pas fondé sur l'objet scénario. Et surtout, on n'a pas l'aide. C'est-à-dire qu'on ne peut pas revenir, on ne peut pas nous dire « Ah, on aime bien l'idée, mais revenez avec un scénario plus mature ou plus parfait. » Parce qu'en fait, on se dit que ce qui fait un bon film, je ne sais pas très bien ce que c'est, mais en tout cas, ce n'est pas la perfection du scénario. Ce n'est pas à cet endroit-là que se trouve le cœur, l'âme de ce qu'est un film. Donc effectivement, ça veut dire présenter un projet, une promesse de cinéma, et si on obtient l'aide, avoir 12 mois pour donc revenir à cette idée de laboratoire. C'est une aide où on demande une somme d'argent plus faible, c'est-à-dire de 35 000 euros. Pour info, l'aide avant réalisation du CNC, c'est plutôt 80 000. Donc évidemment, toute seule, pour faire un court-métrage, c'est juste, mais c'est faisable. Après, ça veut dire que ça doit être des scénarios qui sont écrits, voilà, parce qu'ils ont peu de lieux, peu de comédiens, ou qui peuvent être faits avec des équipes réduites. Ou alors, il y a aussi la possibilité pendant ces 12 mois de trouver des aides complémentaires qui permettent de... Et évidemment, la philosophie de l'aide, c'est d'aider des films audacieux dans le fond ou dans la forme, des films gestes aussi, c'est-à-dire des films dont on trouve qu'ils ont rarement leur place dans les circuits de financement classiques, mais c'est aussi, quand je parlais dans le fond comme dans la forme, c'est aussi dans certaines propositions qui sont peu aidées. On pense notamment au film de genre qui a du mal à émerger souvent dans les aides du CNC, à la comédie d'auteur. Et puis peut-être aussi chez les cinéastes une diversité des parcours. Et une diversité des parcours, parce qu'effectivement, le fait de ne pas être sur l'objet scénario, qui est un objet académique, on va dire, enfin, et qui a de plus en plus ses règles, donc sa manière d'écrire. Donc évidemment, avoir une forme libre de 15 pages, bon, on ne sort pas quand même complètement d'un objet qui est un dossier, mais en tout cas, on espère effectivement à pouvoir avoir une plus grande diversité de parcours, puisqu'on remarque souvent certains parcours types. Et sauf erreur de ma part, la possibilité, comme à l'avance sur recette, de présenter un oral
Oui, en cas dans l'idéal, effectivement, puisqu'il n'y a pas ça effectivement à l'aide avant réalisation du CNC, il y a un second tour, mais il n'y a pas d'oral. Le second tour se fait sans que nous, on n'ait rien à faire. Donc effectivement, qu'il y ait aussi une rencontre avec l'auteur ou l'autrice. Donc ça, c'est un dispositif qu'on a porté auprès du CNC, qu'on a porté auprès des associations d'auteurs de différentes régions, qu'on veut porter auprès des régions. Donc voilà, ça c'est tout un travail de longue haleine, j'ai envie de dire. À côté de ça, on rencontre les chaînes de télé nationales et alors on essaye de faire du lobbying et de trouver des moyens de les refaire rentrer en tant que premier financeur, puisque eux-mêmes se plaignent souvent. Ils disent le problème, France Télé nous a vraiment dit ça, ils nous dit on a des projets qui ne sont pas audacieux, on a des projets ils se ressemblent tous, qui nous arrivent, et en fait on leur dit ben oui, mais du coup arrêtez de venir quand les films sont déjà complètement financés, venez choisir des projets que vous trouverez plus audacieux. Pour nous, ce serait génial d'avoir plusieurs endroits pour rentrer justement, mais eux ils ont ce problème quel est le mot, la faisabilité du film. C'est vrai qu'ils s'inquiètent en qualité, s'il devait être premier financeur, que le film se fasse pas. Ils s'inquiètent de. Mais ils ont une inquiétude encore plus fondamentale, qui est le fait qu'ils aient énormément de films qui leur arrivent et qu'ils n'ont pas les équipes pour pouvoir traiter. Ils sont submergés, quoi. Donc nous, on essaye de penser avec eux des manières de contourner ça, des manières de les refaire rentrer en premier financeur. Il y a des chaînes avec qui le dialogue est fermé, hein, clairement, sur ce sujet, mais il y a des chaînes où il est ouvert, et donc voilà, on a ces réflexions-là. Évidemment, on rencontre aussi les régions très régulièrement, et là c'est toi, Jean-Raymond, d'ailleurs, qui t'en occupe particulièrement, et où on essaye justement de parler de ces histoires de territorialité que j'évoquais au départ. Et pour finir le tour d'horizon peut-être de notre travail collectif au Collège Court-Métrage, il y a tout un travail, quelque chose qui nous importe énormément, c'est la transmission, puisqu'on parlait de... Alors, oui. on va y arriver. Je voulais juste prendre des questions. Moi, j'ai une question. Oui, je vous en prie. Je voulais poser une question à monsieur. Oui. Si on n'a pas le CNC, comment on fait? Pour faire son film, alors soit un hold-up. Non, il y a des possibilités, mais c'est très compliqué. Alors soit on arrive à avoir une région, et du coup on peut éventuellement avoir une chaîne de télé, et donc c'est possible, voilà. Il y a d'autres manières de passer. Par exemple, il y a quelque chose qui s'appelle l'aide au programme, qui est une aide attribuée aux producteurs, qui est l'endroit aujourd'hui, mais c'est pas une aide à l'auteur, quoi. C'est une aide au producteur qui peut le plus. Une aide au CNC. Une aide du CNC, pardon, qui peut le plus se rapprocher d'endroits où on peut faire ce qu'on appelait des films audaces, parce qu'en fait, c'est souvent des producteurs qui sont bien installés, qui ont déjà, qui ont un catalogue et des projets qui leur permettent d'avoir l'aide au programme, mais derrière ça, ils ont une enveloppe qu'ils peuvent utiliser comme ils veulent. Donc, ils peuvent avoir décider d'aider des projets audacieux qui ne rentrent pas dans un moule classique. Et après, il y a l'autoproduction. In fine, le dernier endroit, c'est d'autoproduire son film, ce qu'on fait, hein, en tant que court-métragiste, mais souvent, pas toujours, mais souvent ça fragilise le film quand même. Parce qu'évidemment, on est très contraint en termes de production, de temps de tournage, d'équipe, de plein de choses. Après, ça dépend. Il y a des films qui sont plus ou moins adaptés dans ce qu'ils racontent, dans ce qu'ils sont. Ils sont plus ou moins adaptés à la forme d'autoproduction. Et puis souvent, ils ont des carrières. Mais encore une fois, il y a des films d'autoproduits qui ont eu des très belles carrières, mais souvent, c'est un peu plus confidentiel. Il y a les industries techniques jouent souvent le jeu en faveur du court-métrage. Et on peut compter sur des chaînes de solidarité du côté des collaborateurs de création, du côté des prestataires de services. Le CNC sont très très durs à les avoir. C'est la moitié, 80% des films, ils passent directement à la poubelle. La moitié des scénarios passent directement à la poubelle. En tout cas, on parlait du taux de sélectivité. Je ne sais pas si c'est poubelle, il y a un taux de sélectivité très 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 fort, effectivement. C'est le plus de tout le CNC. Hein, ouais, de l'ordre de 4% si on prend 4-5% si on prend. Mais voilà, effectivement. Alors, je voulais rajouter un truc sur Audace, sur cette proposition qui est assez, je trouve, qui va vraiment dans le sens des pratiques, en fait, parce qu'on a eu la même réflexion à un moment donné en long métrage aussi. Tu te souviens, ce qu'on a appelé nouveau modèle. On voulait mettre en place une aide autour de 150 000 € pareil, pas forcément sur un scénario, pour des cinémas qui ne sont pas avec une dramaturgie classique, donc ils pouvaient intégrer des films essais, du documentaire, fiction, semi-ceci, semi-cela. Et un peu sur la même idée, c'est-à-dire on n'est pas obligé de présenter un scénario, et avec un tournage rapide, là aussi, parce qu'avec les nouvelles caméras, les nouvelles technologies et tout, on peut de plus en plus en fait, aller tourner. Je sais qu'en documentaire, c'est un gros problème aussi, c'est-à-dire que pour avoir, par exemple, l'avance sur recette, on n'a pas le droit d'avoir commencé à tourner
quand on la demande en fait. Mais souvent un documentaire ça s'écrit aussi en commençant à faire des premières images, etc. Donc il y a toute une réflexion en fait qui mène à ça, qui correspondrait un peu mieux, disons, à une partie des pratiques qui sont à l'œuvre parmi les cinéastes. Voilà, je ferme la parenthèse. Promis, pour la prochaine édition des rencontres au Forum des images, on évoquera la production légère. Je vais juste, parce que temps... Je vais juste rebondir à deux secondes. Justement, sur Audace, il y a vraiment cette réflexion dont tu parles, de mélanger beaucoup plus scénario et mise en scène. Parce que c'est vrai qu'il y a une espèce de temporalité aujourd'hui qui fait qu'on passe 4 ans à écrire, et puis après, on est projeté, tu tournes c'est bon, on a les financements, tu tournes dans 4 mois, et en fait, il y a un truc absurde, vu à quel point la mise en scène est le cœur du cinéma, quoi. Donc il y a une absurdité. Et en fait, dans cette année, justement, de dire, en fait, on est déjà en train de penser à la mise en scène, et on veut une aide pour un projet de film, et non pas pour un scénario de film. Et cette mise en scène, ça alimente. Il y a des allers-retours entre mise en scène et scénario. Et normalement, je crois qu'il devrait toujours y avoir des allers-retours entre ces deux pensées du cinéma, quoi. On aborde un point qui est, encore une fois, particulièrement vif au sein de la SRF, c'est la question de la transmission. Et tu as initié, avec Lisa Gacquero, un dispositif, appelons ça comme ça, qui s'appelle parrainage-marrainage. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Oui, alors effectivement, au collège court-métrage, les histoires de transmission sont très importantes forcément. Et puis on se disait, c'est quand même un endroit à la SRF qui est un peu magique, puisqu'il y a des cinéastes de long-métrage jeunes, d'autres qui sont très confirmés ou voilà, qui ont des carrières très conséquentes, et puis des cinéastes du court-métrage. Et tout ça, on a envie de se rencontrer, et on a des lieux. On a le ciné-club, par exemple, de la SRF, qui sont des lieux pour se rencontrer, mais on avait envie effectivement d'accentuer cette idée de faire rencontrer le court-métrage et le long-métrage, et des cinéastes qui sont à différentes périodes de leur carrière. Et du coup, on a inventé un dispositif qui en fait n'est pas vraiment une invention de ex nihilo, puisque elle existe. Il y a des endroits pour des scénaristes il y a des endroits qui font ça pour le scénario. Je crois au SCA notamment, ils le font, à la Cité des scénaristes aussi. Voilà, il y a plusieurs. Et donc, mais ça n'existait pas pour les réalisateurs et réalisatrices. Et donc, on a créé un programme sur 1 an qu'on appelle ça, le programme de parrainage-marrainage, où on demande effectivement à des réalisateurs, réalisatrices de long métrage de la SRF qui ont envie de le faire, de s'engager. Donc nous, on a eu une belle surprise, parce que c'est le programme à 2 ans. Et en fait, on a eu les 2 années plus d'une trentaine de cinéastes de long métrage qui ont envie de s'investir dans ce programme. D'ailleurs, dont Christophe et Isabelle, que je remercie chaleureusement. Et évidemment, les courts-métragistes, on a eu... l'idée, c'est vraiment de créer des binômes. Donc c'est pas qu'il y a un long-métragiste qui est 3 filleuls. C'est vraiment de créer un binôme parrain-marraine / filleul, et qui est un an d'accompagnement. Alors un accompagnement qui ne peut pas être forcément hyper conséquent. Nous, on a un minimum qu'on demande, c'est 3 rendez-vous dans l'année en présentiel dans l'idéal, mais évidemment après c'est à chaque binôme de s'approprier, et dans l'idéal de faire plus et mieux, mais de s'approprier avec cette idée aussi que c'est un compagnonnage, mais que c'est pas forcément après ça dépend évidemment des réalités, mais c'est pas forcément vertical. Alors bien sûr, celui qui a plus d'expérience a sans doute plus de choses immédiatement à apporter au court-métragiste. C'est pas autour d'un projet, c'est le court-métragiste, c'est pas forcément à ce projet de long-métrage, c'est aussi toutes les réflexions qu'on a, la solitude qu'on a, les relations aux producteurs, les relations, on a besoin d'un agent, les relations au chef-op, j'en sais rien, ça peut être les relations à la pensée du cinéma, ça peut être énormément de choses. Et l'idée, effectivement, c'est que les 2 cinéastes se rapproprient ce dispositif, et qu'il y ait un peu une circulation, un échange qui peut aller dans les 2 sens, et qui peut aussi être... un cinéaste de long métrage a aussi envie de partager, de retour. Donc voilà, c'est vraiment l'idée de créer un binôme qui peut, évidemment, après, en fonction des matchs qui se font ou ne se font pas, nous, on est plutôt content. Globalement, ça se passe très bien. On a des matchs incroyables avec des binômes. L'année se termine, et en fait, ils continuent à se voir très régulièrement. D'autres où c'est plus frileux, évidemment. Mais globalement, voilà, c'est ça, c'est de créer un binôme d'accompagnement. Et donc ça, on va le reconduire pour une 3e année. Et je dirais juste que ce programme parrainage-marrainage vient dans tout un système de dispositifs qui est à la SRF. On fait des soirées courtes, qui sont des soirées de projection de courts-métrages d'adhérents courts-métragistes, mais aussi d'un adhérent long-métragiste qui vient présenter un court-métrage. Donc là aussi, c'est un lien du court au long, comme on passe du court-métrage au long-métrage, et avec un moment où des gens qui sont au court-métrage, qui sont en train de passer au long, discutent avec quelqu'un qui est déjà passé au long, mais qui était à son court-métrage au moment
de l'œuvre qu'il présente. Donc voilà, il y a cet endroit-là. On fait des ateliers à la SRF qui sont des endroits où on se réunit à une vingtaine autour d'un sujet pour réfléchir. Ça peut être la coordination d'intimité, ça peut être les aides du CNC, ça peut être c'est quasiment on en fait un tous les 2 mois quasiment. Et donc tout ça vient dans cette idée de transmission. Et de rompre un peu la solitude du cinéaste, notamment du cinéaste émergent. Voilà. Ce sera le mot de la fin. Moi qui ai une dernière question. Oui, monsieur. Quand vous avez des financements des régions, je voulais savoir dans quelles limites, parce qu'une région même bien intentionnée a des budgets limités, je suppose. Donc combien ils peuvent financer de courts-métrages ou de longs-métrages? Ça dépend des régions. La fusion territoriale a créé des mastodontes. Vous avez une région comme la Nouvelle-Aquitaine, c'est un fonds de soutien qui avoisine les 9 millions d'euros. Et de mémoire, il y a 800 000 euros annuels qui sont dédiés aux courts-métrages, fiction, prise de vue réelle, animation, courts-métrages documentaires. Et il y a une région comme l'Île-de-France où il n'y a pas d'aide à la production de courts-métrages, ce qui est d'autant plus paradoxal alors qu'il existe une aide à l'écriture au court-métrage. Et sauf erreur de ma part, TED a rencontré au Festival de Cannes avec Julie Fabiani, la déléguée générale adjointe, la région Île-de-France, où ça fait partie des chantiers de la SRF d'obtenir de la région Île-de-France la création d'un fonds de soutien à la production au court-métrage. En fait, ils ont une aide qui s'appelle Forte, mais qui est liée vraiment à l'émergence, c'est-à-dire aux cinéastes qui ont moins de 30 ans. Et comme c'est une aide à la production, ils nous renvoient à ça, mais nous, on leur dit il nous faut une vraie aide à la production en Île-de-France. Après, ils renvoient à Ville de Paris, qu'il y en a une, mais c'est pas la même chose, quoi. Merci beaucoup, merci au forum, merci à vous 3 pour être venus. Merci beaucoup. Merci. Et à vous. Et n'hésitez pas à adhérer à la SRF, donc pour ceux qui ne sont pas encore. Je manque à tous mes devoirs. Adhérer.